pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera dans la terre de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie du Père, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci encore de nous suivre en cette date du 8 mars 2025. Merci de nous faire confiance et surtout merci de faire briller la vérité en essayant de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je profite pour saluer deux personnes. D'abord, joyeux anniversaire à notre frère, le EPV Alexandre Aoussou, ainsi que tous les grains de Yamoussoukro. Et aussi, je voudrais profiter ici à travers M. Traoré Kamel pour saluer aussi tous les grains de Boundiali et dire merci à l'ensemble des Ivoiriens qui nous suivent, ainsi que toutes ces autres personnes qui essayent à travers nous de comprendre ce que c'est que la politique ivoirienne. Merci encore d'être présents et présentes. Aujourd'hui, nous allons faire des sujets rapides et après cela, nous n'avons qu'une seule analyse en réalité et on va donner quelques détails, des informations rapides en ce moment et on va laisser la parole aux uns aux autres et rapidement fermer le direct pour aller chercher encore notre pitance quotidienne. Et donc aujourd'hui, la première information que les uns et les autres doivent savoir, c'est que le lundi 24 juin 2024, il y a un maire là, il est le maire de Iré-Zégo. Iré là, c'est une sous-préfecture qui est à 50 km de Divo et à une vingtaine de kilomètres d'Oumé. Il y avait un maire là-bas, il s'appelait Gilbert Francis Kakou. Il s'est fait élire en tant que RHDP et quand il a fini de se faire élire, il a changé de veste, il est devenu PDCI. Hier là, il est mort. Je vais parler simple pour qu'on aille vite. Hier là, il est mort. Mort subite. C'est fini pour lui. C'est le lieu de dire que dans la vie, on ne veut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Non, loin de là. C'est même de la lâcheté. Mais c'est pour interpeller, pour dire que l'homme, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? C'est très important. On n'est pas éternel. Mais quelle image veut-on qu'on retienne de soi? C'est très important. Et il faudrait que le RHDP, surtout parti au pouvoir, s'habitue à cette réalité. Quand on est un parti qui est fort et au pouvoir, des gens vont avoir l'impression, auront tendance de venir s'agréger à vous, de venir s'ajouter à vous pour essayer de profiter de vous. Mais dans le cas du RHDP, beaucoup vont s'ajouter au RHDP, venir avoir des segments du pouvoir, prendre des positions de pouvoir et puis se retirer. Et quand c'est comme ça, il faudrait que le RHDP tire les leçons et puisse à l'avenir, en interne, trouver des mécanismes où tous ceux qui vont aller à des élections, il faut qu'au sein de notre parti, on signe un document, tous ceux qui vont à des élections, si vous gagnez et qu'après vous voulez retourner de veste, alors là, vous partez
comme de la manière vous êtes venu. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui va vous remplacer. Et il faudrait que soit l'État réfléchisse à ce niveau-là pour trouver un mécanisme, parce que le vote des populations, on ne peut pas s'amuser avec. C'est une confiance. Et quand elle est trahie, on ne sait pas comment ça peut être utilisé. Et donc, les gens profitent, ils viennent, ils utilisent le parti au pouvoir, ils gagnent des positions politiques, et puis après, ils se retournent contre les populations qui les ont votés. Vous voyez que c'est extrêmement dangereux. L'État même doit s'impliquer pour trouver une solution. Tu veux démissionner, c'est ton droit le plus absolu, mais ceux qui t'ont amené au pouvoir, la confiance qui t'a amené au pouvoir, ce n'est pas normal que tu puisses trahir cette confiance-là. Et ça, c'est quelque chose, les partis politiques, sinon tout au moins le RHDP doit travailler sur cela en son sein. Soit tu veux partir, tu laisses tout ce que tu as laissé comme de la monnaie tu es venu. Et donc, tu rentres au RHDP les mains vides, tu ressors les mains vides, comme la vie. On y vient les mains vides et on en ressort aussi les mains vides. Et donc, pour moi, je le dis, ça peut choquer. Ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il aura fini en tant qu'un traître. Et ça, c'est ce que l'histoire retiendra. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire vient d'acquérir du matériel de renseignement de très haute qualité. J'ai posté les vidéos depuis hier et c'est à travers la gendarmerie. C'est du matériel israélien. On appelle ça les IMSI catchers. Ah, lui, il ne s'amuse pas de l'appareil là. Hey. Écoute téléphonique, je suis dedans, je ne suis pas dedans. Non, lui n'est pas prêt. Sauf ce qu'il n'a pas envie de détecter. Donc actuellement là, ah, c'est pas bon. Donc tout ce que je vais expliquer là, c'est long. L'appareil même là, ça fait quoi? C'est comment? C'est ce qu'il faut dire aux gens, aux uns aux autres, pardon, je voulais dire. Et donc, on essaye d'écouter ici cet enregistrement avant de pouvoir progresser. Des systèmes de surveillance portatifs capables d'intercepter des conversations téléphoniques. Vous m'excuserez. Des systèmes de surveillance portatifs capables d'intercepter des conversations téléphoniques dans une discrétion absolue, c'est la nouvelle acquisition de la gendarmerie ivoirienne qui vient de se faire livrer deux IMSI Catchers, des équipements de cyber-renseignement achetés auprès de la société israélienne Konit, selon une information dévoilée ce jeudi 10 mars par Africa Intelligence. La particularité de ces capteurs électroniques, c'est leur mobilité flexible. En toute discrétion, ces systèmes de surveillance peuvent être transportés sur des véhicules ou dans des valises. Le confrère précise également que ces équipements qui, en fin décembre, ont fait l'objet d'une signature de contrat entre la société Konit et le patron de la gendarmerie ivoirienne, le général Apalo Touré, fonctionnent sur le modèle d'antenne relais de téléphonie mobile. Ce matériel de renseignement devrait contribuer à perfectionner la maîtrise de l'environnement sécuritaire par les autorités ivoiriennes dans un contexte de montée des menaces de déstabilisation émanant des régimes putschistes de l'AES mis en mission pour faire basculer la Côte d'Ivoire dans le... Et donc, vous aurez bien entendu, c'est du matériel de renseignement de très haute technologie qui est payé pour traquer tous ces malfaiteurs et toutes ces personnes qui pensent qu'elles peuvent commettre le mal à travers des téléphones ou bien à travers des systèmes mobiles et puis disparaître dans la nature. En tout cas, vos jours vont devenir encore plus durs. Mais surtout, ça va pleurer du côté de l'AES parce que tous les plans seront mis à découvert. Le sujet numéro 3, c'est pas encore fait, mais ça sera fait. Et c'est ça aussi le rôle de la classe éclaireur pro-vérité, vous avertir sur ce qui va arriver. Les gens de l'opposition là, tout ce que vous connaissez que Friedrich Nietzsche appelait la canaille, ils vont se réunir. Je vais parler de Thiam, je vais parler de Madame Simone, je vais parler du Blé Goudet, je vais parler de Pascal Anfinguessan, je vais parler de tous ces opposants que vous connaissez. Ils sont au moins une quinzaine de petits partis. Ils vont se retrouver au siège du PDCI le lundi 10 mars 2025, soit dit-on, pour aller créer une coalition de l'opposition contre le RHDP.
Et le nom de la coalition, ça sera le groupement des partis politiques de l'opposition. Ils disent qu'ils vont créer ce groupe-là pour lutter contre le RHDP. En réalité, ils sont en train, selon eux, de se mettre ensemble en pensant que c'est le groupe, c'est le nombre qui fait l'efficacité. C'est faux. La quantité n'a jamais été synonyme d'efficacité. Au contraire même, là où il y a la masse, il y a toujours la médiocrité là-bas. Mais ils veulent se mettre ensemble. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est une chose nouvelle pour nous. Depuis 2021, on le disait, on l'a toujours dit. Mais ça se fait maintenant de façon très claire pour que vous voyez. Sinon, depuis des années, on avait parlé de ça. Et donc, on n'a pas encore vu le PPACI s'associer. Donc, déjà, cette alliance-là se fragilise parce que sans le PPACI et sans les autres partis, je ne vois pas en quoi est-ce que un amas, un agrégat de personnes sans qualité peut changer la situation. Et ils font tout ça. Ils n'ont pas de programme de campagne, ils n'ont pas de stratégie pour les Ivoiriens. Et leur programme de campagne, c'est de toujours se faire peur à eux-mêmes et de menacer les Ivoiriens et la CEI. Mais on attend de voir quel sera l'avenir même de cette coalition-là, parce que nous savons que chacun voudra être le chef. Et c'est le premier signe qui nous permet de comprendre que cette coalition risque de ne pas marcher. Et donc, les problèmes de leadership pourraient mettre à mal cette coalition. Mais attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. La quatrième information qu'il faut savoir, c'est que Jean-Louis Billon que vous voyez là, depuis là, on vous avait dit qu'il avait demandé à abandonner la nationalité française. Il dit, lui, il a commencé, ça faisait 2 ans. Bon, depuis 2 ans là, c'est hier, 7 mars 2025 là, qu'il a obtenu le document. Maintenant, imaginez-vous, pour celui qui allait déposer pour lui le 7 février 2025. Jean-Louis Billon qui a déposé pour lui, ça fait 2 ans là. C'est le 7 mars, ça veut dire hier là, qu'il l'a obtenu pour lui. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Parce que ça sort dans le journal officiel. J'ai ça en face de moi actuellement. Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire la partie qui concerne Jean-Louis Billon. Il n'est pas le seul. Lui et puis 2 personnes. Et surtout, quand il y a quelqu'un qui a de gros intérêts en France, ça peut encore prendre du temps. Et donc ici, c'est le lieu de dire à ceux qui ont déposé leur naturalisation qu'ils ne pourront rien cacher. Parce que de la manière, on a le document de Jean-Louis Billon devant nous là. C'est comme ça aussi on aura pour eux en face de nous et puis on va lire devant tout le monde. Donc je vais me limiter à l'article 2, l'article 3 pour que vous compreniez de quoi il est question. Article 2. Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent. Billon, entre parenthèses, Jean, Louis, Eugène. Il s'appelle Jean-Louis Eugène Billon. Né le 12e mois 1964 à Boaké, Côte d'Ivoire. Ils ont écrit maintenant LIB. Je ne sais pas si ça veut dire libellé, mais 2025 X 002068,DEP.99 DT 007/1. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien cacher à quelqu'un. Chakadjan, c'est à cause de toi que je suis en train de lire ça là. Pour te dire, oh, tu vas te cacher là. On ne peut rien cacher. Dès qu'on a vu l'information, on allait prendre le journal officiel. Voilà ça. Il n'était pas le seul. Jean-Louis Billon. Il y avait un autre monsieur qui s'appelle Kane Hamidine Mokhtar, né le 6e mois 1955 à Saint-Louis au Sénégal. Libellé 2025 X 002069,DEP 092,DT 007/2. Et la troisième personne, Portes, PORDES, entre parenthèses, Guido Ben Lucas, né le 25 3e mois 2017 à Yverdon-les-Bains, canton de Vaud en Suisse, LIB, 2025 X
002062, DEP 99, DT 007/3. Article 3. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française. Fait le 7 mars 2025 par François Bayrou, par le Premier ministre, ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, Bruno Rotelleux, nota. Les indicatifs figurant à la suite de l'identité des intéressés signifient NAT. NAT signifie naturalisé français. REI signifie réintégré dans la nationalité française. EFF, enfant saisi par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par ses parents. Ça veut dire simplement un enfant qui a été, lorsque ses parents se sont naturalisés, ils ont dit comme lui il était mineur là, ses parents l'ont signalé, on lui a donné la nationalité française directement, c'est ce que ça veut dire. LIB, libéré de l'allégeance française. Donc quand je disais LIB, ça veut dire libéré de l'allégeance française. Donc là, est-ce que ça là, on a besoin d'être un prophète pour aller chercher miracle sur la montagne? Non. On n'a pas besoin du bâton de Moïse pour diviser la mer. Non. La vérité, là, on ne va jamais cacher ça aux gens. Donc là, chaque Dieu, il faut t'apprêter. La vérité là, on ne pourra plus cacher ça à quelqu'un. On est dans un monde où tout est déjà aujourd'hui. Donc on attend ton tour. Si pour toi là, ça doit prendre 1 an là, c'est que tu ne pourras même pas être candidat. Ça, c'était important de le signaler aux uns et aux autres. La 5e information qu'il faut savoir, c'est que c'est une information sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le 8. Demain, là, si vous remarquez, ce sont des choses que je suis en train de vous dire qui vont venir. C'est à vous de vérifier. Ce que j'ai dit là, si un ne se réalise pas, vous dites tu avais dit ça, ça ne s'est pas réalisé. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui se passe. Si vous avez remarqué tout ce que je suis en train de dire, ça va se faire tel jour, tel jour, tel jour. Habituez-vous à ça maintenant aussi. Je vais faire ça beaucoup maintenant. À partir de demain, 9 mars 2025, jusqu'au 13 mars 2025, l'armée ivoirienne, là, ils vont aller à San Pedro. Là-bas, à San Pedro, là, vous allez les voir depuis peut-être hier soir. Ils ont commencé à déployer des drones. Ils ont commencé à positionner des navires de guerre. Ils ont commencé à mettre des avions de combat. Ils ont commencé à positionner des équipements militaires à San Pedro. Si tu vois ça là, faut pas avoir peur. Oh. Faut pas être inquiet. Oh. Il n'y a rien. Oh. C'est simplement entraînement militaire. Mais dans l'entraînement militaire là, ce qui va se passer encore dans l'entraînement là, c'est qu'il y aura des tirs réels avec des explosions comme vraie guerre là. Donc là, vous allez avoir peur. Le chef d'état-major des armées vous dit qu'il vous demande pardon. Que de l'excuser. Que c'est entraînement. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Il ne faut pas que quelqu'un va se dire que c'est la 3e guerre mondiale qui a commencé. Non, c'est faux. C'est simplement un entraînement militaire de haute intensité. Et donc, ça va se passer sur la terre, en l'air et puis en mer. Ça sera dans des conditions réelles de guerre. Il y aura des tirs réels. Et donc, tous ceux qui vont entendre des bruits entre le 9 mars jusqu'au 13 mars 2029, c'est-à-dire à partir de demain, si vous êtes du côté de San Pedro, n'ayez aucune crainte. C'est l'armée ivoirienne qui est en train d'aiguiser son efficacité. Et ça, le moment de l'amusement est terminé. Le 6e et dernier sujet que nous allons développer, c'est une analyse de notre père Kalilou Koulibaly. Laurent Gbagbo réveille les fractures pour exister. Comme disait le grand maître Nietzsche, là où la canaille foisonne, il n'y a rien de bon à espérer là-dedans. Parce qu'elle empoisonne tout ce qu'elle touche. Et c'est ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut profiter que des situations pour toujours diviser les Ivoiriens afin que lui puisse exister. Et la meilleure stratégie qu'il a toujours trouvée, c'est d'être toujours là pour critiquer ce que lui-même n'a pas pu faire et demander des comptes aux autres. Je vous donne un exemple avant de commencer. Ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse.
il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse, ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pourquoi les docteurs ne sont pas au chômage là-bas? Parce que l'État ne crée pas les emplois. Et que chez nous, ils sont au chômage. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. En France, il n'y a pas d'association de docteurs au chômage. C'est-à-dire que les docteurs ont un travail. Mais nous, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore un siècle d'indépendance. Et déjà, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Et donc, quand vous avez écouté une telle incongruité, vous comprendrez que c'est quelqu'un, quand tu regardes la vidéo, la première chose que tu vois, c'est une grosse tête que tu vois. Et puis tu vois presque pas le reste du corps. Et sur cette grosse tête-là, c'est une grosse oreille. Tu as l'impression que l'oreille est encore plus grosse que la tête elle-même. Et c'est la voix qui te permet de savoir que c'est Laurent Gbagbo. Et quand tu prêtes attention, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Hier, au moment où les gens étaient 20 millions, toi, tu n'arrivais pas à trouver un travail pour eux. Et tu as dit, tu vas même diminuer le nombre. Et aujourd'hui, tu viens t'arrêter pour dire aux gens que pourquoi les docteurs sont là et n'ont pas de travail. Bon, les docteurs à qui toi tu as donné travail là, il faut nous donner leur liste d'abord. De deux, les docteurs qui disent qu'eux n'ont pas de travail là, c'est que ce sont des faux doctorats que vous avez. Ça, je suis clair là-dessus. Sinon, pour avoir un doctorat là, il y a forcément une thèse que vous aviez faite. Si cette thèse-là, elle est unique et que vous aviez poussé la réflexion pour pouvoir avoir cette thèse de doctorat là, vous devenez automatiquement important dans le système. C'est que ce sont des diplômes que vous avez obtenus par copinage et par amitié, ou bien par l'acheter en vous mettant en bas de quelqu'un pour avoir un papier que vous appelez doctorat. Sinon, quelqu'un là, à partir du moment où tu atteins un niveau maîtrise, tu n'as plus besoin de courir pour dire que je n'ai pas eu de travail. Ça veut dire que tu dois maîtriser quelque chose. Quand on dit que tu es docteur dans quelque chose là, ça veut dire que tu as développé un niveau de réflexion qui est particulier, de sorte que c'est toi seul qui est fort dans ce domaine-là pour pouvoir apporter l'expertise. Tu deviens important. Mais comment se fait-il que vous avez vos doctorats là et vous n'arrivez pas à gagner du travail? Ça veut dire que ce sont des faux doctorats. Ça là, il faut qu'on vous dise ça tranquillement et puis rapidement pour évoluer. Maintenant, revenons à Laurent Laculotte. Pourquoi il fait ça? Il fait tout ça là en pensant qu'il va tromper les gens, rediviser les Ivoiriens à nouveau et essayer de profiter de ça pour exister. Il a des discours qui éclairent, qui ouvrent les perspectives, qui élèvent la réflexion. Et donc, quand un homme parle, normalement, si tes intentions sont bonnes, ce que tu dis là, ça doit permettre aux autres de grandir. Ça doit permettre aux autres d'apprendre quelque chose. Ça doit permettre d'ouvrir les esprits des autres. Mais quand malheureusement, tout ce qui sort de ta bouche, ça ne fait pas grandir l'humanité. Et ça ne fait que diviser les gens.
ça ne fait que pousser les gens à rentrer dans les obscurantismes, dans les obscurités de leur conscience. Tu es un individu dangereux. Il en est d'autres, au contraire, qui enferment, qui attisent les ressentiments et qui relèvent derrière la façade des mots les véritables intentions de leurs auteurs. Et donc, ces paroles négatives qui ne peuvent que vous enfermer dans votre ignorance et vous égarer, Laurent Gbagbo est passé maître de ces paroles-là. Vous le verrez, comme si lui n'a pas de responsabilité vis-à-vis de sa propre conscience. Ici, j'appelle la dignité. Ce qu'il a dit hier, aujourd'hui vient dire le contraire, et il n'en a pas honte. Et il évolue comme ça. Le discours de Laurent Gbagbo au stade d'Angré appartient indéniablement à cette seconde catégorie. Sous des allures de plaidoyer pour la justice foncière, il se dévoile comme une démonstration d'un ancien président qui n'a jamais changé. Et donc il est parti au stade d'Angré, il a parlé du foncier, il a dit tout ce qu'il voulait. La vidéo que je vous ai jouée ici, c'est simplement un exemple pour vous montrer l'incohérence de Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé là-bas, il a parlé du foncier. Comme si c'est aujourd'hui que le problème est tombé et que c'est aujourd'hui qu'il faut trouver les solutions. Comme si lui n'avait jamais dirigé. Comme si à son époque, il n'y avait pas un ministère de la construction qui existait. Il ne prend pas le soin de dire aux gens, voilà ce que j'ai fait pour vous et voilà ce que je n'ai pas pu faire. Toujours dans la tromperie. Toujours dans le mensonge. Seul le pouvoir l'obsède et tous les moyens lui semblent bons pour y revenir. Et donc Laurent Gbagbo ne base pas sa stratégie sur une seule méthode. La tromperie fait beaucoup partie de sa stratégie. Le mensonge, la fourberie, le manque de dignité. Comme quoi, même s'il faut passer en enfer pour pouvoir arriver au pouvoir, Laurent Gbagbo qui est obsédé par le pouvoir, qui a une boulimie du pouvoir, ne calcule pas les moyens, ne regarde pas les conséquences de ses actes. Il faut simplement parvenir au pouvoir, même si c'est au travers du mensonge. Si le peuple accepte d'être bas et de se mettre à un niveau bas, lui va l'utiliser et après se moquer de lui. Dès lors, le sens d'un tel discours révèle, non pas comme une analyse sincère des problématiques foncières d'Abidjan, ni même comme une critique cohérente de la gouvernance actuelle, mais comme une manœuvre politique où l'indignation affichée n'est qu'un artifice destiné à galvaniser des émotions en mal de cause commune. En réalité, ce qui se cache derrière les propos de Laurent Gbagbo, ce ne sont pas des critiques qui peuvent aider la Côte d'Ivoire à voir clairement un avenir meilleur. Ce ne sont pas des critiques qui peuvent aider les gens à pouvoir progresser. Il ne fait que faire des promesses. Quand je vais revenir, je vais casser les ponts là pour que vous ayez vos villages, pour que vous construisez des maisons à taudis. Et les gens l'applaudissent. Quand je vais revenir, vous les docteurs là, je vais vous donner vous tous travail. Et aussi ils applaudissent. Quand je vais revenir, mais quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne semble plus préoccuper les gens. Et parce que les gens eux-mêmes sont à la recherche, dans leurs émotions, ils cherchent quelqu'un qui peut dire ce qu'ils veulent, mais pas ce qui est bon pour eux. Parce que très, très rarement, l'humain aime la vérité. L'homme aime la vérité. Or, c'est la vérité qui peut te sauver et qui peut te permettre d'avancer. Son discours ne repose pas sur un projet d'avenir, mais sur une rhétorique de la revanche. Un appel à la ressurgence d'un passé qu'il s'échine à ressusciter pour mieux masquer son propre naufrage politique. En réalité, Laurent Gbagbo, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer en pleine mer et qui rappelle son passé ténébreux, qui rappelle son passé peu glorieux, mais qui veut tromper le maximum de personnes pour pouvoir les noyer avec lui. Laurent Gbagbo sait que lui-même, là, même si on le met président, là, il ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche simplement à se venger des générations à venir. Il cherche à créer les conditions de la haine et du chaos en manipulant les uns et les autres pour faire revenir le vilain passé où lui était au pouvoir. C'est simplement dans ça. Parce que comme je le disais, la canaille n'aime que là où il y a la souillure. Et Laurent Gbagbo n'aime pas le développement. Laurent Gbagbo n'aime pas la paix. Laurent Gbagbo est un ennemi de la paix. Laurent Gbagbo, quand il voit les Ivoiriens
sans que le sang des Ivoiriens ne coule pas, il n'est pas du tout content. Laurent Gbagbo n'aime pas voir les Ivoiriens en train de vivre en frères et en sœurs. Cela n'arrange pas Laurent Gbagbo. Seul le chaos, le désordre arrange Laurent Gbagbo. Et donc il veut tirer tous ceux qui ne prennent pas leur esprit pour réfléchir, il veut les tirer dans ce naufrage avec lui. L'instrumentalisation du foncier comme prétexte. L'un des paradoxes fondamentaux du discours de Laurent Gbagbo réside dans l'instrumentalisation d'un problème dont il fut lui-même un des acteurs passifs. Lorsqu'il s'insurge contre le désordre foncier à Abidjan, il feint d'oublier que cette situation ne date pas d'hier, ni exclusivement du pouvoir actuel. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo, là, il a dirigé avant Alassane Ouattara. Avant lui, là, le problème du foncier existait. Après lui, ça existait. Et pendant son régime, ça existait. Mais ceux à qui il parle, là, il doit d'abord être capable de leur dire, voilà ce que nous on a fait et que les autres auraient dû faire en bien ou en mal. Mais que non. La crise du foncier en Côte d'Ivoire plonge ses racines bien plus loin dans les déséquilibres hérités du PDCI et du système informel de distribution des terres qu'il a instauré dès les premières décennies de l'indépendance. Le problème du foncier va plus loin. Après les indépendances, je l'ai dit ici déjà, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Cette politique-là a permis une distribution informelle. Il y a de gros villages d'étrangers qui sont nés. J'ai déjà parlé de tout ça ici. Et ça a créé finalement un désordre. Mais lui-même, Laurent Gbagbo, a distribué assez de documents de naturalisation à des personnes sans même des enquêtes de moralité. Des gens dont la moralité n'a pas été jugée. On leur a donné la nationalité ivoirienne comme ça. C'est aujourd'hui eux-là qui sont en train de se battre pour voler les terres des Ivoiriens. Si tu avais vérifié leur moralité pour savoir qui était bon, qui était mauvais, là, tu n'allais pas savoir. Combien que vous êtes en train de parler là, il a été naturalisé en quelle année? C'est sous le régime de Laurent Gbagbo. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Pendant 10 ans au pouvoir, Gbagbo n'a ni structuré un cadastre moderne, ni initié une réforme d'urbanisation susceptible de répondre aux dérives qu'il dénonce aujourd'hui avec emportement. Donc, quand tu vois Laurent Gbagbo parler, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vous dire que c'est quelqu'un qui est tellement neuf, tellement nouveau, que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé aujourd'hui. Mais pendant les 10 ans là, que Laurent Gbagbo a fait au pouvoir, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, lui n'a pas pu créer un cadastre. Lui n'a pas pu créer un ministère de la construction. Lui n'a pas pu faire des réformes d'urbanisation, ou bien l'Assemblée nationale n'existait pas. En réalité, Laurent Gbagbo est dans la tromperie. Laurent Gbagbo n'a pas honte du mensonge. Il n'a pas honte de se mettre plus bas qu'un ver de terre. Pourquoi alors cette soudaine indignation? Ça pose cette question-là. Pourquoi c'est maintenant Laurent Gbagbo se sent concerné par le problème des Ivoiriens? Parce qu'il ne s'agit pas tant pour Laurent Gbagbo de régler un problème que d'en faire une arme politique. En réalité, là, le problème, là, ça n'intéresse point Laurent Gbagbo. Vous les avez vus traîner son vieux corps, aller sur quelques sites pour dire ils ont cassé maison des gens, alors qu'ils ont des milliards dans leur compte. Ils reçoivent des rentes viagères, mais ils n'ont pas sacrifié même ne serait-ce que 100 francs pour remettre à quelqu'un qui a eu sa maison cassée. Et depuis qu'ils ont quitté là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui a changé. Et donc, c'est une suite d'événements où Laurent Gbagbo cherche, à travers les différents problèmes qui sont là, il cherche à gagner de la notoriété, il cherche à transformer les problèmes en une arme politique qu'il va utiliser pour pouvoir exister politiquement. La terre en Côte d'Ivoire est bien plus qu'un simple bien matériel. Elle est un marqueur identitaire, un terrain fertile pour les clivages et les frustrations. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, sinon partout en Afrique, problème de terre là, c'est toujours un problème qui n'est pas simplement, c'est pas la terre même simplement, mais c'est une marque même de notre identité. Et ça pose toujours des problèmes. Affaire de terre, ça va toujours loin. En s'attaquant à cette question sous le prisme de la polémique, plutôt que d'être un réformateur, Laurent Gbagbo ne cherche pas à apaiser, mais il cherche à diviser. Il sait que le foncier
est une ligne de fracture toujours prête à se rouvrir et il n'hésite pas à en jouer, quitte à raviver les tensions dormantes. Et donc Laurent Gbagbo ne va jamais se fatiguer d'utiliser n'importe quelle stratégie pour exister. Surtout quand il sait qu'il peut diviser les Ivoiriens, c'est ce qu'il recherche. Aujourd'hui, il a voulu utiliser le foncier. Bien que ça ne marchera pas, mais au moins Laurent Gbagbo, n'importe quelle situation qui viendra, habituez-vous, il va chercher d'abord à transformer ces situations en une arme politique pour essayer de créer le chaos, le désordre pour exister. Mais derrière toute cette réalité, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir une posture d'opposant qui trahit l'obsession du pouvoir. Laurent Gbagbo est un fou du pouvoir. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a la folie du pouvoir. Et pour obtenir ce pouvoir-là, il ne se met aucune limite. Ce qui frappe dans le discours de Laurent Gbagbo en minuscule, c'est l'incapacité à se situer autrement que dans la posture de contestataire éternel. Quand il était au pouvoir, il était opposant. Quand il était opposant, il était opposant. Quand il n'est plus rien, il est opposant. Mais quel est cet homme-là qui s'oppose à lui-même et qui n'apporte rien, mais qui pense que c'est en étant un éternel contestataire, en étant quelqu'un qui est toujours là en train de se plaindre contre tout le monde. Ce n'est pas la posture de quelqu'un qui se veut respectable. Mais Laurent Gbagbo cache derrière tout ça la réalité d'un homme qui ne peut rien apporter aux autres. Ce qu'il peut apporter, c'est le désordre et les malheurs. En d'autres circonstances, un ancien chef d'État aurait dû adopter une hauteur de vue, proposer des solutions concrètes, esquisser une alternative crédible pour la gestion du foncier et au-delà pour l'avenir du pays. Bon, tout ce que Laurent Gbagbo dit là-haut, demandez-lui. Depuis quand il a fait une proposition juste pour dire voilà ce qu'on doit faire? Tellement il est mauvais dans son cœur, tellement son cœur est noir, tellement sa conscience est sale. Laurent Gbagbo, il ne peut pas enlever dans sa beuve là pour dire bon voilà tel problème, voilà ce qu'on doit faire. Il n'a pas habitué son âme à ça. Tellement son âme est sale, tellement son ventre est pourri. Il ne peut pas ouvrir sa beuve là pour dire voilà quelque chose qui est là, voilà ce qu'on doit faire. Lui, à son âge là, il a vécu tout ce temps de la vie là, mais lui là, il est sorti vide de la vie. Laurent Gbagbo ne peut pas sortir de sa bouche pour dire voilà telle chose, voilà ce qu'il faut faire en bien. Mais tout ce qu'il fait, c'est montrer les mauvaises solutions, les mauvaises idées, les mauvaises choses. Hey, tu vas faire tout ça là, pouvoir là, tu n'auras pas. Tu vas faire tout ça là, tu ne seras pas candidat. Tu vas faire tout ça là. Si tu fais par la force là, les gens vont te prendre les pieds, vont te traîner pour te jeter en prison. Les conneries que tu as fait avec les autres là, c'était avec les autres. Mais Alassane Ouattara là, lui n'est pas les autres. Hein. Donc ce que tu penses que tu as fait, ça marche avec Oufoué Bédié et puis les gays là. Alassane Ouattara là, lui, il voit dedans. Ça ne va pas marcher avec lui. Il est silencieux, il t'observe. Mais à la moindre incartade là, il va te réduire à ta plus simple expression et puis te jeter là où il faut, si tu t'en sors vivant. Un vieux malfaiteur, pire qu'un sorcier, Laurent Gbagbo est. Aucun bonheur des Ivoiriens ne l'intéresse. Son ambition n'est pas de construire un pays, mais plutôt de déconstruire un pays, de diviser un pays. On a toute l'impression que le bonheur et la paix que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo se lève là, c'est ça qui lui fait mal, ça le fait bouillonner. Il ne s'inscrit pas dans une logique de transmission ou de dépassement, mais dans une quête permanente de revanche politique. Pour lui, c'est lui qui a toujours le couteau entre les dents et il est prêt à ouvrir toujours de nouveaux fronts. Comme si la politique là, c'était quelque chose pour dire qu'on est dans un rythme, il faut se boxer permanemment. Mais ceux que tu veux faire boxe avec là, eux-mêmes ils sont 10 fois plus énervés que toi et ils t'attendent au tournant. Comme chez toi, la politique là, c'est toujours des assauts pour verser le sang et mettre la chienlit dans le pays là. Ceux avec qui tu vas livrer ça cette fois-ci là, ils t'attendent au tournant. Tu entends tous les matériels qui payent là, c'est à cause des gens comme toi. Mais cette fois-ci là, quand ils vont essayer ça sur toi là, tu vas comprendre que dans la vie là,
Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais ils ne sont pas prêts à s'amuser. Les conneries que tu as fait sur les autres, ça marchait là. C'était eux. Mais Alassane Ouattara, là, il va être en terminus. En vérité, il faut comprendre que pour Laurent Gbagbo, la politique n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Pour Laurent Gbagbo, là, sans la politique, là, lui, il n'est rien. Et donc, là, lui, il doit tout obtenir dans la politique. Et il doit pouvoir s'imposer à tout le monde dans la politique. Là où d'autres voient un outil de transformation sociale, lui, il y voit un instrument de domination. On utilise la politique pour transformer positivement la vie des citoyens. On utilise la politique pour ouvrir les esprits des citoyens. Mais lui, Laurent Gbagbo, veut utiliser la politique pour tromper les gens. Et quand tu trompes quelqu'un, ça veut dire que tu te mets mentalement au-dessus de la personne pour contrôler la personne, dominer la personne. Voilà comment lui voit la politique. L'idéologie, les projets de société, les réformes structurelles ne sont que des détails secondaires, considérant que l'essentiel réside dans la conquête et l'occupation du pouvoir. Laurent Gbagbo s'en fout des programmes de campagne. Laurent Gbagbo s'en fout du bonheur des Ivoiriens. Laurent Gbagbo s'en fout de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, de toute façon, ce n'est pas son pays. Ce qui l'intéresse, comment lui il fait pour être au pouvoir, c'est ça seulement qui l'intéresse. Le reste, là, si les Ivoiriens veulent, là, ils peuvent aller au sous-sol de l'enfer, ça ne l'intéresse pas. Et sa gestion de 10 ans l'a prouvé. Ce discours d'engrais, bien que enrobé dans une rhétorique de défense des intérêts populaires, n'est en réalité qu'une énième manœuvre pour se repositionner dans le jeu politique en agitant des thèmes sensibles pour s'assurer une base mobilisable. On comprend aussi que Laurent Gbagbo, en essayant de toucher les thèmes pour être celui qui critique, mais sans apporter de solutions, il pense qu'il pourra mobiliser les gens qui vont dire, comme moi je suis dans le problème là-haut, Laurent Gbagbo a critiqué mon problème, donc je vais le supporter. Mais le problème que moi j'ai là, ce n'est pas le même problème que Koné Ben a. Ce n'est pas le même problème que le père Joseph Moulo a. Donc si tu viens nous dire, ah voilà toi ton problème, voilà lui aussi son problème, voilà l'autre aussi son problème. Maintenant là, qu'est-ce que tu fais pour résoudre? Tu n'as pas parlé de ça. Alors que celui qui est là, que tu es en train de critiquer là, lui il dit, voilà les solutions que j'ai pour toi Éclaireur. Voilà les solutions que j'ai pour toi Ben Koné. Voilà les solutions que j'ai pour toi M. Jean Moulo. Tu penses que nous on va laisser cette personne là pour aller suivre une canaille comme toi? Donc tu peux continuer à faire ça. Depuis 1980, c'est le même comportement. En train de critiquer. On t'a donné le pouvoir là, tu as fait quoi avec? Tu es venu perdre le temps aux gens, mettre la Côte d'Ivoire dans le pays PPTE, endetter la Côte d'Ivoire, créer une guerre civile, mettre les Ivoiriens dans le désarroi. Et aujourd'hui encore, tu reviens encore. Tu penses que les Ivoiriens vont te suivre dans ça? Tu n'as même pas honte. Une tentative d'allumer un feu qu'il ne saura éteindre. Ce qui rend ce discours particulièrement inquiétant, c'est qu'il témoigne d'une absence totale du sens de la responsabilité. En réalité, l'héritage que Laurent Gbagbo veut laisser aux Ivoiriens, c'est de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang pour que les Ivoiriens se souviennent de lui. Que puisque les Ivoiriens n'ont pas accepté lui de le mettre au pouvoir, malgré qu'il ne vaut rien, là, lui, il a brûlé la Côte d'Ivoire, il a laissé les Ivoiriens en enfer, dans le feu, dans le sang, avant de quitter le pays. Voilà ce qu'il est en train de rechercher. Mais Laurent Gbagbo, si tu crées les conditions de la violence en Côte d'Ivoire, ton sang, là, on va prendre pour éteindre le feu, là. Ceux qui se promènent pour dire, on va brûler la Côte d'Ivoire, là, c'est vos sangs, on va prendre pour éteindre le feu, là. Si on vous dit ça dès maintenant, là, on ne va pas appeler les pompiers. C'est vos sangs qu'on va prendre pour éteindre les feux que vous allez allumer. Donc apprêtez-vous, mangez bien, parce qu'on aura besoin de ça. Laurent Gbagbo parle du foncier comme s'il s'agissait d'une simple question administrative, oubliant que derrière ces questions se cachent des tensions sociales qui sont déjà latentes et qui ont déjà embrasé le pays par le passé. En Côte d'Ivoire, des conflits liés à la terre ont souvent servi de déclencheurs de crises politiques les plus violentes. Bon, Laurent Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, là, pourquoi tu n'as pas arraché toutes les terres aux étrangers pour les remettre aux vrais Ivoiriens? Parce qu'on va parler gros français, on va tourner là. Donc tu n'étais pas garçon en ce moment. Tu n'étais pas garçon en ce moment. En ce moment-là, vous vous promenez pour créer problème chaque jour entre les autochtones, entre les allochtones, entre les étrangers, entre. Problème de terre, problème de terre. Mais pourquoi tu n'as jamais été suffisamment garçon pour arracher la terre aux étrangers, pour remettre aux Ivoiriens? Donc tu étais un lâche en ce moment. C'est aujourd'hui que tu es devenu courageux. Il faut arrêter ta fanfaronnade. Un homme d'État conscient de cette réalité aurait choisi des mots avec prudence, aurait évité de souffler sur les braises.
Mais comme l'imprudence et l'insouciance et l'irresponsabilité sont la marque déposée de Laurent Gbagbo, pour lui, toute chose qui peut amener la Côte d'Ivoire sur des braises, c'est dans ça que réside lui son plaisir. Lui s'en fout des conséquences. Mais Laurent Gbagbo en minuscule, lui préfère l'escalade. C'est là qu'apparaît son mépris du bien commun. Pour lui, peu importe les conséquences de ses propos, tant qu'ils lui permettent de renforcer son aura auprès d'un électorat nostalgique. Laurent Gbagbo, ceux qui sont nostalgiques de ta mauvaise gouvernance, de ta sale gouvernance là, ils sont très minoritaires en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à mobiliser. Sache que les Ivoiriens t'ont vomi. Et ta gestion là, les gens te connaissent. Et personne, sauf les idiots et les vauriens, sont nostalgiques de ton pouvoir calamiteux. Et donc là, ton pouvoir là, quand on en fait un bilan là, les conséquences ont été plus gravissimes, si je peux me permettre de le dire, que utiles aux Ivoiriens. Et donc, partant de là, là, les gens, on dit même si tu ne connais pas kilo là, les gens connaissent sac rempli et puis sac vide. Ton pouvoir là, les conséquences ont été plus énormes que les avantages. Donc, ce n'est pas un pouvoir comme ça, on va aller encore mettre pour venir souffrir à nouveau. Et puis demain, les djihadistes vont prendre le pays, les étrangers vont prendre le pays. Toi, tu es là, c'est pour parler seulement pour faire waiko. Laurent Gbagbo joue avec des forces qu'il sait incontrôlables, misant sur le ressentiment pour exister politiquement. Tu penses que tu vas attiser la haine des gens pour dire on veut récupérer nos terres et puis maintenant toi tu vas devenir leur chef. Il n'y a pas de problème. Comme tu es devenu garçon maintenant, ceux aussi qui sont fâchés là, allez prendre vos terres. Allez prendre. C'est pas loin, ça est devant vous. Allez. Mais ne comptez pas sur quelqu'un. Ah, vous pensez que c'est Alassane Ouattara qui va aller se suicider pour prendre vos terres pour vous remettre? Ah, vos parents paresseux qui leur ont vendu leurs terres là. Comme vous êtes les enfants, vous avez les gènes de vos parents là. Allez discuter avec les enfants de ceux dont les parents payent vos terres. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas quelqu'un qui va aller lutter pour vous. Hein. Ah, c'est Alassane Ouattara qui doit se suicider pour vous. Non, non, non. Hein. Allez vous suicider pour vous-même. Si tu meurs dans la recherche de ton intérêt, là, ça, là, c'est pas une mort. Ça, là, c'est ce qu'on appelle même tu es un martyr. C'est pas quelqu'un qui va aller faire votre combat à votre place. C'est à vous-même d'aller faire votre combat. Si c'est un combat qui est digne, là, allez le faire. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas Alassane Ouattara. Quand vos grands-parents vendaient les terres, lui, il était là-bas. Quand vos parents étaient en train de vendre les terres pour aller payer pétrole 25, est-ce que Alassane Ouattara, lui, il était là-bas? Donc là, c'est comme ça que vous aussi, là, prenez votre courage. C'est que Laurent Gbagbo vous a dit là. Prenez votre courage. Courage que lui, il est en train de vous distribuer. Prenez ça et puis allez réclamer vos terres. Maintenant, quand vous allez avoir là, vous gardez. Mais Laurent Gbagbo, lui fait exactement l'inverse. Il alimente les fractures. Il attise comme s'il espérait qu'un chaos naissant lui ouvrirait de nouvelles opportunités. Laurent Gbagbo, derrière tout ça là, lui, il cherche la division. Il cherche le chaos dans la société, il cherche le désordre, il cherche à diviser les Ivoiriens. Là, maintenant, lui, va tirer profit de cette nouvelle opportunité pour dire aux gens, continuez, oui, allez foncer seulement. Parce que chaque jour, vous voyez, il appelle les jeunes à se sacrifier pour lui. C'est le seul parti qui dit aux gens, venez mourir pour moi. Mais lui, Laurent Gbagbo, lui, n'est pas prêt à donner son enfant Ismaël. Il n'est pas prêt à donner Oreya. Sinon, Oreya est à Abidjan là-bas. Mais Oreya est député. Oreya est dans le conseil de la mairie de Yopougon. Eux bouffent. C'est toi, enfant de pauvre, là. Il vient te blaguer. Il faut venir. Ce qui vous entend, là, cette fois-ci, là, ça sera propre. Vous serez maté. Maté en grand caractère, sans état d'âme. Vous, là, de toute façon, les gens sont en tas contre vous, là. Si vous savez, là, vous n'allez même pas vous amuser. Mais continuez. Un homme prisonnier de son passé, incapable d'offrir un avenir. Mais ce que ce discours révèle surtout, c'est l'incapacité de Laurent Gbagbo à se réinventer. Le ver de terre ne peut pas changer sa manière de marcher. De la manière, chien ne peut pas prendre panier pour aller faire marcher là. C'est comme ça que ver de terre aussi pied ne peut pas pousser, puis il va aller faire olympique, course olympique pour gagner, pour devenir premier. Ver de terre ne va jamais être Usain Bolt. C'est comme ça que toi, Laurent Gbagbo, là, tu ne peux pas être quelqu'un qui ne tire même pas pour dire j'ai été un vaurien avant. Je sais que je ne vaux rien, mais aujourd'hui, là, attends, je vais essayer au moins de faire semblant.
Tu ne sais pas te réinventer. Tu ne sais pas, tu es resté prisonnier de ton passé ténébreux, caverneux, lugubre. Tu es un individu incapable d'offrir des perspectives positives à l'humanité. Et toi, tu veux que les gens n'ont qu'à te suivre. Comme si, au moment où Dieu les créait, c'est toi qui as dit à Dieu, il faut créer lui là pour qu'il devienne à mon service. C'est toi maintenant, et ils vont devenir toi, tes talimbi. Ça, c'est une pratique sorcière où on prend des gens et puis maintenant, on essaie de les lobotomiser. Et on les fait travailler dans les champs. On fait ça beaucoup en Haïti. On appelle ça talimbi. Donc les autres là, toi tu penses que quand Dieu les a créés là, c'est toi ton avis qu'il a demandé. Celui-là, quand je vais le créer là, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il faut le créer. Moi, je vais le prendre. Lui, il va venir lutter pour moi. Je vais l'utiliser comme mon animal de compagnie. Alors que toi-même, tu as femme et enfant. C'est toi ton intérêt là. Les autres, donc aller chercher toi, venir te donner comme un enfant. Toi-même, tu ne peux pas te mettre devant. Tu ne peux pas mettre Ismaël Babo devant. Tu ne peux pas mettre Oreya devant. Si ton combat il est juste là, toi-même, il faut te mettre devant. Mais ce sont les enfants de pauvres qui savent pas, qui sont des gens qui mangent une fois par semaine là, c'est eux qui coucou là. Mettez-vous devant. Vous allez servir d'engrais pour la nation. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, il aurait pu adopter une posture de sage, proposer une vision nouvelle du pays, travailler à la réconciliation. Oh que non, quand on est un vieux brigand, un vieux trafiquant, un vieux qui est devenu un croque-mort de la République, on ne peut pas donner des conseils, on ne peut pas devenir sage, on ne peut pas être quelqu'un qui peut se donner la posture d'un homme qui inspire confiance. Et c'est ça Laurent Gbagbo, un croque-mort, un saprofite, un homme qui a raté le rendez-vous de la sagesse, un homme sans aucune vision nouvelle, un ennemi de la paix, un ennemi du bonheur des Ivoiriens. Quelle honte! Mais Laurent Gbagbo a choisi une autre voie, celle du repli, du ressentiment, de la perpétuelle confrontation, là où d'autres figures politiques, après une traversée du désert, sont revenus avec des propositions de rupture. Laurent Gbagbo, en minuscule 1000 fois, revient avec les mêmes discours, les mêmes attaques, les mêmes schémas de pensée qu'il y a 20 ans. On dit, tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Quelqu'un, tu as fait quelque chose depuis 1980, 1990, 2010, 2025. Tu n'as pas changé. Toi-même, tu connais ton nom. Même stratégie, même... Hey, le monde a bien évolué. Regardez quelqu'un, même Alassane Ouattara là, si vous regardez très bien, il a évolué. Il a changé ses stratégies pour devenir ce qu'il est. Vous suivez quelqu'un qui vous propose toujours les mêmes recettes pour toujours vous mettre en retard. Cette incapacité à évoluer est en soi un aveu d'échec. Et donc, c'est ce qui démontre même que toute la vie de Laurent Gbagbo même là, c'est un échec. Un homme politique qui répète les mêmes combats sans jamais en tirer des leçons n'est qu'un leader, n'est pas, pardon, un leader visionnaire, mais un homme dépassé par son époque. Laurent Gbagbo, c'est du politicien, mais il n'est pas capable de tirer les leçons des erreurs qu'il a eu à commettre et de pouvoir s'améliorer. C'est un homme sans vision, c'est un homme qui est dépassé par les réalités de son temps et donc un homme qui vit dans l'échec permanent. En restant enfermé dans une dialectique d'opposition systématique, il prouve qu'il n'a jamais eu de véritable projet pour la Côte d'Ivoire, sinon celui de garder la Côte d'Ivoire sous son emprise. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas œuf de la poule de ton papa ou même de ta maman Laurent Gbagbo pour dire que toi, œuf, là, tu vas mettre ça en poche. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas ta propriété. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les 60 ethnies des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est 322 462 km². On n'a pas besoin que toi, tu montres qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien, que toi, tu aimes celui-là, tu n'aimes pas celui-là. On s'en fout de ton avis. On s'en fout de la vie d'un vieux vaurien, un vieux talimbi, un vieux, que je vais appeler même caverneux et visqueux. On s'en fout. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Si tu es trop fâché, là, il faut aller, tu avales maman. Il faut aller avaler Gagnoa. Là, comme ça, là, quand on va voir ton ventre, maman va dire, même le génie de San Pedro n'avait rien fait. Là, comme ça, là, on va te suivre. Là, on va savoir que tu es fâché. Il faut aller à Roi Gaillot, là. Tu avales le marché de Roi Gaillot avec tout ce qui est là-bas. Là, maintenant, on va dire vraiment, tu es le vrai fils du pays.
Là, quand tu vas commencer à coucher, là, on va t'aider à pousser, là, puis tu vas suer, là. On va savoir que vraiment, tu es devenu un garçon. Garçon que tu es. Un discours qui dévoile plus qu'il ne convainc. Le discours de Laurent Gbagbo est celui d'un homme politique qui, faute d'idées nouvelles, recycle les vieilles rancœurs. Laurent Gbagbo est devenu comme une vieille machine à recycler la haine et tout ce qu'il y a de négatif dans la société. C'est comme dans les villages, il y a toujours des vieux qui sont tellement maudits qu'eux, ils sont là, c'est toujours les mauvaises choses qu'ils montrent aux enfants. Dans les villages, il y a toujours un vieux comme ça. Il y a toujours un vieux comme ça. Lui, toujours là avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'il montre aux jeunes? Les mauvaises choses. Ah non, tu vois, non, moi j'ai un médicament de femme. Hein. Ah, si tu fais ça là. Ah non, non, non. Ah petit, tu veux être canqué, non? Il faut venir, je vais te canquer. Lui, il est là, il n'a rien de bon à montrer aux enfants. Il y a des vieux comme ça dans tous les villages. Laurent Gbagbo fait partie de ces vieux sorciers. Ah, c'est lui qui appelle les enfants des autres. Quand il voit les enfants des autres passer, il dit, petit, viens, petit, viens. Quand l'enfant vient, il dit, petit, tu n'as pas envie d'être un guerrier? Hein? Faut venir, faut aller mourir pour moi. Et puis après, là, il se cache. Quand les parents de l'enfant appellent, on dit, tu es où? Il dit, non, je suis en train de marcher. Qui t'a dit d'aller marcher? C'est Laurent. Quand on dit, Laurent, tu as dit, ah, moi, je ne suis pas allé tirer chez vous pour l'enlever, pour venir marcher pour nous. On peut être maudit jusqu'à ce point-là. Laurent Gbagbo prouve de ce fait qu'il ne s'est jamais émancipé de sa logique de conflictualité et que sa vision de la politique reste prisonnière des schémas du passé. Laurent Gbagbo, nous, on n'a plus envie d'être dans les cavernes du passé. Nous, on n'a plus, nous là, on a quitté 2010, on a quitté 2020, on a quitté 2000, nous, on est en 2025. Nous, on est en 2025. Si toi, tu es resté dans l'époque de la pierre taillée, là, et que tu es un homme du Cro-Magnon, là, nous sommes aujourd'hui des homo sapiens. Et nous avons évolué. Et ce n'est pas un Cro-Magnon comme toi, un Néandertalien comme toi que nous allons suivre. Quand tu regardes cette tête-là, tu vois. Il est assis comme ça. Là, tu vois une grosse oreille. Et puis, tu as l'impression que l'oreille là est plus grosse même que tout le reste de son corps. Et puis, dans l'oreille, là, c'est une tête, tu vois. Et puis, tu vois une petite bouche. C'est là que tu entends la voix. Et quand c'est comme ça, d'abord, tu es surpris dans un premier temps. Et puis maintenant, tu t'arrêtes, maintenant, tu regardes. Tu dis, mais c'est quoi qui est là? On te dit, c'est un homme qui est là, comme ça. Tu dis, vrai, l'homme, homo sapiens, homo erectus, un homme néandertalien. En tout cas, c'est un homme, il est dépassé déjà. Et donc, il est dans ses cavernes en train de ruminer sa haine. Il est devenu une vieille machine à recycler la haine en Côte d'Ivoire. C'est ce que Laurent Gbagbo est. Mais l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique. Laurent Gbagbo, l'histoire là, c'est pas nous qui décidons des événements, donc ça ne se répète pas comme on veut. Hey, si hier la Côte d'Ivoire a été piégée par des discours de division, aujourd'hui elle est en droit d'attendre autre chose de ses leaders. Aujourd'hui là, c'est un vieux discours de haine pour diviser les Ivoiriens là. Ceux qui veulent et qui pensent que c'est dans la division, ils auront leur bonheur là. On va leur donner leur bonheur en 2025 là. 2025 là, de la manière où vous êtes prêts là, c'est comme ça, nous aussi on est prêts. Et il n'y a pas quelqu'un qui va reculer. Et Alassane Ouattara ne peut rien faire. Dans les quartiers là, nous on galvanise, on va continuer à galvaniser et on va faire ça. 2025 là, ce que vous voulez là, nous on va vous donner papa et maman de ça. On se comprend entre nous. De la manière où vous êtes easy là, c'est comme ça même que nous on est aussi prêts, on vous attend. Et donc là, cette fois-ci là, on va se respecter. Parce qu'on va se peser dans le quartier. Je dis bien dans les quartiers, maison par maison, on va se peser. Et puis Côte d'Ivoire là va être tranquille pour une bonne fois. Enfin, Laurent Gbagbo, en refusant d'évoluer, ne fait que s'exclure lui-même de l'avenir. Comme tu ne veux pas évoluer là, tu te mets en retard là. Donc toi-même, tu te soustrais de l'avenir. Les Ivoiriens ont besoin d'un avenir. Et donc ce n'est pas un ennemi du progrès que les Ivoiriens vont le suivre. Ce n'est pas un homme qui est dépassé, un homme périmé, antidaté, soit dit-on appelé Laurent Gbagbo que les Ivoiriens vont le suivre. Mais on est prêt, on t'attend. Cette fois-ci là, Laurent Gbagbo, ça sera ton terminus de ce terminus. C'était une analyse du père Khalilou Koulibaly, doctorant IDBA, ingénieur. On a réinterprété ça pour rendre un peu plus facile pour que les gens comprennent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écouter l'édito de Mère Blanc. Vous voyez qu'on est très pressé. Et lorsqu'on aura fini, je vais laisser rapidement la parole. Ceux qui veulent s'exprimer, vous allez le faire rapidement. On va couper puisque moi, je dois aller au travail. Et demain, on va se retrouver sur TikTok pour ceux qui ont des questions et d'autres choses. On pourra peut-être développer plus.
Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Hamdoullah, tout va bien ». Le discours est bien rodé, la thématique est faite de souverainisme de la Côte d'Ivoire, du respect de l'Europe vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, du manque de démocratie et autres énormités. Voici la position de la présidente Simone Eivé, alors interviewée par Brut, le média en ligne de Guillaume Lacroix. Après avoir écouté donc la présidente du mouvement des générations capables MGC, j'ai été saisie par la file discursive fantasmagorique qui reste un verbatim de celui de toute l'opposition. Et juste après, j'ai été saisie par la fausseté de chacun de ces thèmes. D'abord, à propos du souverainisme qui désigne une doctrine politique soutenant la préservation de la souveraineté nationale d'un pays. N'est-ce pas son époux qui, pour s'assurer une longévité au pouvoir, a fait cadeau de 2 milliards de nos francs à un candidat français qui a affrété un avion pour ramener des infirmières après leur libération en France, qui avait transformé la résidence présidentielle en un endroit de villégiature pour ses camarades socialistes français. Ensuite, Dame Simone Eivé a mentionné le manque de démocratie, ignorant que la démocratie commence par la liberté de la presse. Alors, Jean-Hélène, Guy-André Kiefer, on en parle? Quelle honte que Dame Simone Gbagbo ne nous prenne pas pour des cons. Le mot est bien choisi. Qu'elle ne nous prenne pas pour des idiots. 10 ans au pouvoir, rien du tout, et vouloir s'asseoir aujourd'hui pour se laver la face, qui reste du reste toute noire, il faut le faire. Mais nous sommes là, nous sommes au contrôle. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce qu'elle vient de dire. Mais qu'est-ce que vous voudriez que moi je dise? Une femme qui ne peut pas maîtriser un homme là, tu n'es pas une femme. Une femme là, qui ne peut pas prendre un garçon et puis le contrôler là, tu n'es pas une femme. Donc là, moi, je ne parle pas à les femmes comme ça. Une femme qui n'a pas pu maîtriser un homme là, c'est que toi-même, ta féminité là, c'est que tu ne maîtrises rien là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous voudriez que nous on dise? Oui. La politique, ce ne sont pas seulement les infrastructures. La politique, c'est quoi donc alors? Les infrastructures là, c'est le modèle véritable qui prouve qu'on a aidé le peuple. Et c'est ce qui nous fait rentrer dans l'histoire. Et non d'encourager les viols des femmes. Hey, le chèque numéro CAA, numéro 47 97 47 7 du 24 11e mois 2003, d'une valeur de 2 milliards là, l'argent du FDPCC, l'argent qui a été remis à Laurent Gbagbo là, l'argent des paysans là, pour créer couverture maladie universelle là, où l'argent est parti, c'est ça vous avez pris pour mettre dans des tambours, dans l'affaire Mamadou, pour remettre à Chirac. Vous voulez qu'on parle de tout ça? Et je peux aller plus loin, hein? Vous voulez qu'on appelle Amouzou Kassi Henri? Vous voulez qu'on en parle? Si on était dans un état sérieux, on vous aurait mis en face du public devant un tribunal et chacun de vos faits aurait été jugé. Une promotrice des viols des femmes, la marraine des escadrons de la mort. C'est surtout ça, Simone, qu'on doit te demander. Simone, tu fais vomir. Parce qu'il n'y a aucune lumière en toi. Et vous avez eu là, même dans toute l'Afrique, vous aviez été les dirigeants les plus nuls. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, des gens comme vous n'ont plus le droit de citer. Simone, l'amnistie que le président Ouattara t'a accordée, comme il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire,
L'amnistie numéro 2018-669 du 6 août 2018 là. Il faut déchirer ça pour dire, toi maintenant là, tu vas aller lutter pour avoir démocratie. Là, comme ça, là, nous, on va te respecter. Cette Côte d'Ivoire là, les idiots qui vous suivent là, c'est eux qui vous suivent. Mais nous là, on va ouvrir les esprits des gens. Et quand moi je dis quelque chose là, il n'y a pas un garçon qui va enlever. Si tu es trop fâché que tu es devenu une vraie opposante là, l'amnistie que Draman t'a accordée là, l'amnistie numéro 2018-669 du 6 août 2018 là, il faut déchirer pour dire maintenant toi tu vas aller lutter contre la dictature. Là on va te respecter. L'argent que Draman te donne là, il faut jeter l'argent là pour dire que tu n'aimes pas l'argent des dictateurs. C'est de cela aussi qu'il est question. C'est trop facile de se lever pour pérorer, pour répéter n'importe quoi. Alors que la vérité, vous vivez de la politique. Toi, tu fais quel travail? Tu vis comment? Qui paye ton loyer? Tu fais quel travail pour payer ton loyer? Arrêtez. Permettez que nous soyons un peu sérieux. Allez demander à Jean-Hélène où il est aujourd'hui. Allez demander à tout ce que vos régimes ont fait tomber en les faisant passer des vies à trépas. C'est ce bilan-là que nous attendons. Allez demander aux femmes que vous avez applaudi les viols là. Allez leur demander comment elles se sentent aujourd'hui. C'est ce bilan aussi qu'on attend. Et ça là, tout le monde peut parler. Mais toi Simone là, vraiment, ça ne te ressemble pas de parler quoi. Il faut la fermer. Parce que quand tu parles, ça donne forcément envie de vomir. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Comme je l'ai dit, nous sommes piégés par le temps. Ceux qui vont intervenir, ça sera des interventions kamikazes. On va laisser 1 minute à tous ceux et toutes celles qui veulent se présenter. Présentez-vous rapidement. Nous sommes à la 43e minute. Pour que dès la 44e minute, on puisse rapidement vous donner la parole. Et s'il vous plaît, je suis très coincé. Je dois aller au travail. C'est le week-end. Il faut qu'on aille vite. Quand vous prenez la parole, allez à l'essentiel. Laissez la parole le plus tôt possible. Je ne vois que maman Ouragan pour l'instant. On va attendre dès qu'il est 44. On va lancer le processus pour pouvoir finir. Si elle est la seule, c'est avec elle que nous allons boucler et partir. Il y a même Fiona Kora qui s'ajoute. Ça fait déjà 2. Et donc, dès qu'on aura atteint, on a déjà Mère Fofana Djeneba qui s'ajoute. Ça fait 3. Et donc, on attend toujours. Et dès qu'on atteint la 44e minute, ça sera fermé. On ne pourra plus prendre ceux qui sont là. Et donc, plus tôt on finira, mieux ce sera pour moi. Et donc, on va inexorablement vers la 44e minute. Je peux déjà dire merci à ces 3 personnes qui se sont déjà signalées. Et donc, le temps, je vais le diviser entre ces 3 personnes pour que nous puissions évoluer. Il y a le concurrent qui s'est ajouté. Et donc, ça fait 4 personnes. Et donc, nous sommes à la 44e minute. On ne pourra plus prendre d'autres personnes. Il y a la mère Sali aussi qui s'est ajoutée. Et il y a notre père aussi, Kounadama, qui s'est ajouté. Et donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, je ne peux vraiment pas dire, voilà le nombre de temps, puisqu'on est déjà piégé. C'est que je peux vous dire, si vous venez prendre la parole, allez droit au but, laissez pour qu'on avance rapidement. Et donc, on va déjà commencer avec ces personnes. Le père Kounadama, la mère Sali Kone, Sunyata le concurrent, mère Djeneba Fofana, mère Fiona Kora et maman Ouragan. C'est avec ces personnes que nous allons débuter. Et donc, merci à chacun et à chacune. Allô? Allô, bonjour mon éclaireur pour vérité. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais bien. Ok, Dieu merci. Je viens de rentrer, mais je dis je vais quand même dire un petit coucou à vous tous. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Donc on vous laisse la parole. Oui. Donc bonjour à toute la classe, aux mamans et aux papas. Donc comme je disais, j'ai pas grand chose à dire, mais il y a toujours quelque chose à dire. Déjà on dit c'est le 8, c'est quoi là? C'est la journée de la femme. Je dis bien bravo, merci à OSE, les mères dignes du monde, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Merci à la mère Massiata Blanc, à toutes les autres mamans que j'ai toujours adorées sur la classe éclaireur pour vérité, et à la mère Dominique, une digne femme. Franchement, moi je ne peux pas la comparer aux ex. Moi c'est la plus vraie et digne
parce que c'est elle qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est elle qui travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est elle qui travaille pour les femmes dignes de la Côte d'Ivoire. Elle ne travaille pas pour les femmes sanguinaires. Oui, oui, elle ne travaille pas pour les femmes sournoises. Elle ne travaille pas pour les femmes poison. Oui, oui, les femmes qui font désespérer, qui rendent les enfants des gens désœuvrés. Non, 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 non. Moi, je ne prends pas ces femmes-là. C'est la femme digne, la seule, la mère Dominique Ouattara. Donc, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Big up à vous toutes là-bas en Côte d'Ivoire, celles qui sont dignes, qui suivent le papa Ado, qui le respectent et qui ont toujours la prospérité dans leur vie. Merci mon éclaireur probité et à la maman éclaireuse aussi, que je ne manque pas de dire. Ok, éclaireur, bon, c'est improvisé. Hein? Merci beaucoup, chère mère, mais c'est déjà très important. Le simple fait même de venir s'arrêter et de faire des souhaits, c'est un acte qui est très important. Ça prouve que vraiment vous nous aimez et c'est la même chose aussi de notre côté. Et nous souhaitons aussi vraiment tout le bonheur que vous avez souhaité à toutes les mères et particulièrement à vous aussi. Beaucoup de bonheur, santé et surtout beaucoup de positivité. Vraiment, merci malgré les occupations, malgré tout ce qui est difficile. Prendre de votre temps malgré toute la fatigue et venir parler, c'est une grande marque de respect pour nous et ça prouve votre amour pour le pays. Vraiment, merci à vous-même. On va vous permettre de vous reposer et bien des choses à vous ainsi qu'à toute la petite famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour cher frère éclaireur, je vais très bien, merci. Ok, Dieu merci. Donc on va vous laisser Et la parole. vous? Oui, ça va, ne se plains pas, ça va. Ok, Dieu merci. Okay. Donc vous avez la parole. D'accord. Alors je dis bonjour à tous les élèves de la classe, à vous éclaireurs, bonjour, merci pour le combat. Et je dis merci à Maman Ouragan qui vient de passer et bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Alors, éclaireur, je voudrais interpeller une jeune influenceuse du nom de Aya Robert. Alors, voilà une influenceuse qui s'est permis sur le panel de Yaka Yaka de dire que en Côte d'Ivoire, en fait, du moins, elle reproche aux mamans de Côte d'Ivoire qui sont sorties pour apporter leur soutien à Maman Dominique Ouattara suite aux diffamations du nez de Poy. Alors moi, je voudrais dire à cette jeune dame qui croit qu'elle est arrivée parce qu'elle a pris des raccourcis pour se retrouver en France, parce qu'elle dit que il y a des choses plus importantes, les femmes peuvent manifester pour la vie chère plutôt que d'aller manifester parce que Maman Dominique a été diffamée. Alors moi je voudrais dire à cette dame, Maman Dominique c'est la présidente, elle est l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, donc elle mérite le respect, elle a un statut particulier, donc elle n'a pas besoin qu'on la traîne dans la boue. Voilà, donc moi je pense que les insulteurs publics pensent qu'ils peuvent tout dire et n'importe quoi. En voilà un qui s'en sort en France parce qu'on sait très bien que la justice française est pourrie. Mais moi, je voudrais dire que ils ne vont pas tous s'en sortir parce qu'on les attend en Côte d'Ivoire. Même si en France, on n'a pas gain de cause, mais en Côte d'Ivoire, ils vont lire l'heure, ils vont comprendre, parce qu'on ne peut pas permettre que des gens, au nom du fait qu'ils soutiennent un certain Gbagbo, puissent insulter à tout va. Quant à Gbagbo, il sait très bien qu'il n'est pas sur la liste électorale, mais il fait le tour, il va voir des groupes et leur faire croire que parce que il a de la popularité, mais au fond c'est de la manipulation, parce que en fait c'est pour dire, vous voyez, ils vont pas me mettre sur la liste électorale, je ne pourrai pas être candidat. Alors qu'est-ce que vous faites? Allez, vous n'allez pas voter. Et on l'a vu dans leur slogan, ils disent Gbagbo a déjà gagné, on va plus voter. Gbagbo a déjà gagné, on va plus voter. Alors ça renvoie à quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent à faire le chaos, la chanlie, donc ils n'iront pas voter. Voilà, éclaireur, on va être focus sur les élections qui arrivent et on va battre campagne pour que notre champion, notre leader soit élu au premier tour en octobre 2025. C'est tout ce qu'on sait. Merci éclaireur, je laisse la parole.
Le grand maître Nietzsche nous disait que l'enfer de Dieu, c'est son amour pour les hommes. Et l'enfer du président Ouattara, c'est son amour pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à travers le travail et la dignité. Il ne va jamais négocier cela. Et chers mères, faites-nous confiance. Aya Robert, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Ça compte beaucoup. Vous savez, n'importe qui n'a pas la grandeur d'esprit de comprendre tous les événements de leur propre vie ou même du présent. Elle n'est pas connue pour briller dans des questions intellectuelles. Donc, c'est totalement normal. C'est une spécialiste des bérets, c'est-à-dire des ragots, des congossas. Ça, il n'y a rien, là on peut comprendre. Mais nous sommes en train de parler des symboles. Dans une nation où on ne respecte pas les symboles des plus grands, est-ce qu'on peut faire respecter les plus petits que nous sommes? Et donc, quand tu prends le problème sur cet aspect-là, tu comprends tout. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit suffisamment haut pour comprendre ce que chaque chose vaut. Une première dame, on vous dit bien, une première dame n'est pas une dame parmi les dames. Elle est là pour représenter toute la féminité. Et en tant que femme, et surtout celle qui doit faire briller les autres, si elle, on la vilipende, est-ce que vous voudriez qu'on respecte les autres femmes? Ce qui a été fait là, si elle-même, on lui dit de faire la même chose, est-ce qu'elle acceptera de le faire? Je ne pense pas. Mais comment est-ce qu'elle trouve le mécanisme pour venir défendre? Et en tant que femme, est-ce qu'elle ne dévalue pas elle-même la féminité, mais sans s'en rendre compte? Et c'est là que je dis qu'elle-même ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle ne maîtrise pas. Et donc, chère mère, ne vous offusquez pas. C'est des petits esprits qui veulent juste exister et donc qui feront des choses pour que les gens les remarquent. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Parce que la vraie réalité se joue sur le terrain du réel. Et le réel aujourd'hui, là, c'est ceux qui sont en commande et qui ont, à travers leurs décisions, qui peuvent influencer. Aujourd'hui, là, tout le monde sait que si Alassane Ouattara se réveille, là, et puis il dit, je ne donne pas l'argent à Gbagbo, là, Gbagbo va crever de dèche. C'est ça la réalité. C'est qui a le pouvoir et qui contrôle les autres. C'est Alassane Ouattara qui contrôle les autres. Et c'est ça qui les fait mal. Et c'est ce qu'il ne peut pas supporter. Et donc chacun vient de façon détournée pour toujours essayer de frapper un peu comme une goutte d'eau sur le rocher. Mais nous sommes solides et nous allons résister. Comme je l'ai dit, notre plus grand enfer, c'est que les Ivoiriens doivent être convaincus du travail que nous avons fait. Parce que nous, notre enfer, c'est le travail. Et c'est ça, Alassane Ouattara. Et faisons le travail pour convaincre les Ivoiriens et laissons ces parasites-là mourir de leur belle mort, chère mère. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Je vous en prie, chère mère. Je dis bonne soirée à tout le monde. À vous Merci. pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, éclaireur, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va bien. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. D'accord, merci beaucoup, éclaireur. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à tout le monde. Et voilà, à ce grand jour de la fête internationale de la femme, des droits de la femme, voilà, donc je viens, comme mes collègues, remercier les femmes. Oui, vous les femmes. Vous qui donnez la vie. Vous qui maintenez le foyer. Vous qui permettez à vos hommes de se détendre. Vous vous occupez des enfants. Vous nettoyez la maison. Vous travaillez. Vous dépensez. Vous êtes là lorsque votre mari a besoin de vous. Vous tenez le monde sur votre épaule. Vous ne vous plaignez jamais. Aujourd'hui est le jour pour qu'on vienne vous remercier pour tout ce que vous faites. À ce grand mois de Ramadan, on sait ce que vous faites dans la maison. Vous vous réveillez très tôt le matin pour préparer pour votre mari. Après, vous accompagnez les enfants à l'école. Après cela, vous prenez le chemin du travail. Après, retour à la maison, les courses.
Et puis, le maintien de la maison, la préparation pour attendre votre mari. Et le soir encore, vous êtes là en tant que femme pour satisfaire les besoins de monsieur. Donc, je compte sur tous les hommes aujourd'hui de faire asseoir les femmes pour lui dire combien de fois elle est importante dans leur vie. Combien de fois elle se tue pour eux. Merci beaucoup, chères femmes. Bonne fête internationale des droits de nous les femmes. Bravo à vous et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Continuons dans ce que nous faisons. Continuons dans ce combat parce que nous tenons une grande place sur cette terre. Et nous remercions toutes les braves femmes qui ont un cœur pour aider les autres. Parce que la femme, c'est la douceur. La femme, c'est de rassembler les gens. La femme, c'est l'amour. Ne ressemblez jamais aux personnes qui ne vivent que par le chaos, qui ne vivent que par la haine, qui ne vivent que par diviser, qui ne vivent que par voir les enfants des autres mourir. Ne ressemblez jamais à ces femmes-là. Eux ne font pas partie des braves femmes que vous êtes. Voilà ces quelques mots que je voulais vous dire ce soir. Et j'espère que tout le monde va très bien. Et puis, je vous souhaite bonne rupture du Ramadan après. Et puis, à demain sur TikTok. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ces paroles fortes, ces paroles vraies et ces paroles même qui doivent encore réveiller même encore la positivité en toute personne, surtout les femmes. Vraiment, merci. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Et quand j'imagine, par exemple, chez les musulmans, où les femmes se réveillent déjà depuis 2 heures du matin pour faire plaisir à leur petite famille, ce n'est pas facile. Et quand j'imagine toutes ces mères avec tous ces efforts-là, mais c'est ça aussi l'histoire d'une vie vraie. Une vie avec ses déboires, mais aussi avec ses bonheurs. Et vraiment, il faut qu'on puisse remercier les femmes et les mères. Il n'y a aucune vie qui est facile, mais le fait d'être là et de résister et de jouer votre rôle, c'est vraiment important. Et merci surtout à toutes les mères d'être une source d'espoir même pour l'humanité. Et vraiment merci, c'est ce qu'on peut dire. Peut-être que ce qui vient de nos cœurs, les gens ne peuvent pas voir avec les yeux, mais c'est une vérité. Sans les femmes, le monde ne pourra pas exister. Combien de choses les femmes arrivent à arranger et dans le plus grand secret. C'est aussi cela qu'il faut voir, parce que en réalité, voir les défauts des autres, c'est être soi-même. Quelqu'un même qui se condamne à l'enfer, en fait. Il faut toujours voir le côté des autres qui brillent pour que toi-même, tu puisses aussi devenir une étoile. Et vraiment, merci à toutes les femmes. Contrairement à ce que les gens disent, ce sont les femmes qui maintiennent le monde. Et continuer d'être l'espoir de ce monde, c'est une grande responsabilité. Mais celle qui arrive à le faire encore, c'est vous qui représentez véritablement la féminité. Et nous allons souhaiter une excellente fête à toutes les femmes et à toutes les mères. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Okay. Mesdames et messieurs, vous nous excusez. On va juste repartir avec les personnes suivantes. Donnez-nous quelques instants de pouvoir remettre les appareils à niveau. Et on va reprendre avec les autres personnes qui restent pour pouvoir terminer le direct.
Alors? Allô? Oui, bonjour le conquérant. Oui, bonjour, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Dieu merci. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme le 8 mars. Je voudrais tout d'abord souhaiter une excellente journée internationale de la femme, laquelle journée s'inscrit dans la préservation des droits de la femme et de leur liberté également. Souhaiter bon courage à toutes les femmes du monde, qu'elles continuent de se battre pour que le monde soit meilleur. Ceci étant, nous allons parler de deux informations qui circulent depuis quelques jours. Dans un premier temps, il s'agit de la foire de l'emploi qui se tient au Palais de la Culture à Abidjan. Et deuxièmement, vous avez l'échangeur de Aquaba qui est exécuté à 99% du taux de réalisation. Alors, il faut dire que nous avons en ce moment même une foire de l'emploi qui se tient au Palais de Culture à Tréville et qui continue jusqu'au 9 mars, c'est-à-dire demain. Donc, c'est l'occasion pour tous les jeunes gens qui sont en quête d'emploi d'aller aux informations pour chercher à en savoir plus. C'est une occasion qui pourrait déboucher sur des emplois pour certains, mais qui pourrait aussi faire bouger les lignes pour d'autres à partir du moment où ils auront des informations qui leur seront utiles. Ce qu'il faut comprendre, on ne le dira jamais assez, la recherche de l'emploi, c'est un travail même qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, lorsque vous vous levez, vous dites que vous cherchez un emploi, c'est un travail même qui va au-delà même du travail même qu'on connaît. Parce que qui dit chercher travail dit qu'il faut avoir de bonnes informations et il faut frapper également à la bonne porte pour pouvoir avoir le bon emploi. Donc, ça nécessite des efforts humains, ça nécessite du courage également. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes gens de se rendre sur le terrain. Parce que si vous restez chez vous, vous n'aurez pas les informations, vous ne pouvez pas savoir si l'entreprise, par exemple, Filtisac ou bien Nestlé, veut recruter, ou bien si, par exemple, Solibra veut recruter, ou bien si c'est SDTM, ainsi de suite. Vous n'aurez pas les informations. Mais si vous partez que vous avez les informations, ça peut vous ouvrir les portes dans les mois à venir. Donc, voici pourquoi il est important pour tous les jeunes de se rendre sur le terrain pour avoir des informations sur le sujet. Deuxième information, comme j'ai eu à le dire, le taux d'exécution des travaux de l'échangeur Aquaba s'évalue aujourd'hui à 99%, ce qui veut dire que le travail est presque terminé. Il reste des travaux d'embellissement autour de l'échangeur. Donc c'est le moment pour nous de remercier et de féliciter le gouvernement, de remercier vivement son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, qui est en train de faire des efforts assez incroyables pour la transformation structurelle très profonde de la ville d'Abidjan. Abidjan, ceux qui ont connu Abidjan entre 2000 et 2010, lorsqu'ils reviennent découvrir le même Abidjan des années 2025, c'est la métamorphose, c'est la transformation totale. Donc aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a eu un progrès qui est très net. Et vous voyez aujourd'hui, le visage d'Abidjan a complètement changé. C'est de cette même manière, le visage de Bouaké a complètement changé. Et croyez-moi, le visage des villes comme Korogo, Bondoukou, Ganyoa, Man, Odiene, Katiola, Agoville a complètement changé. Et il en sera de même pour plusieurs autres grandes villes. Donc le travail il s'est fait sur toute l'étendue du territoire pour le bonheur de tous. Donc vraiment félicitations au gouvernement et nous leur demandons de continuer sur cette longueur d'onde pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous remercie.
Vraiment, merci beaucoup, Sunyata le conquérant. Merci toujours de vous inquiéter du bonheur et de l'avenir même du pays à travers les autres. Ça s'appelle l'empathie. Zélie, Djaka, Yaye, Onani, Sawan, Wawa, Nadre, Kenny, Sika, tout ça là, ce sont les noms de mes cousins d'Ida. Quand on vous dit de quitter à la maison là, pour aller chercher travail là, vous vous cachez sur Internet. Surtout toi, Yaye, et puis Djaka. Pour dire que vous êtes dans le combat. À côté là, tu passes sur le pont de Ouattara là, tu t'en vas au plateau là, à travail là-bas. On dit d'aller mettre ton nom. Wawa est parti. Sawane, ils ont eu travail. Vous, vous êtes assis à la maison. C'est combat, vous êtes en train de faire sur Internet. Continuez. N'allez pas chercher travail. Hein. Paresse là, ça ne nourrit pas. Votre âge là, ça augmente tous les jours. Nous que vous voyez sur Internet là, vous voyez, on est en train de pédaler les gens, non? Après là, je m'en vais travailler. Dans la vie là, ce qui peut rassasier une personne là, c'est ce que toi-même tu gagnes. N'allez pas travailler. Hein. Quand vous allez avoir 60 ans là, vous allez pousser racine là. C'est là que vous allez comprendre que dans la vie là, la vie elle-même la conseille les gens. Pour ceux qui ne savent pas, les noms que j'ai cités, chez nous les Dida, ça a des sens. Quand je dis Zélie, ça veut dire étoile. Djaka, ça veut dire la joie. Yaye, ça veut dire la santé. Wawa, là, ça, c'est le diminutif de Wawayou. Ça veut dire aimer. Comme quelqu'un qu'on aime, adorer. Nadre, ça, c'est mon cœur. Ainsi de suite. On peut aussi appeler, comme de la manière chez les Malinqués, on appelle Maseni. Pour dire, tu vaux mon or, là. Chez nous, les Dida, on dit Sika. Ça veut dire l'or. Ça veut dire Maseni en Djoula. C'est pour vous dire que la vraie vie, là, elle ne trahit pas. Si tu as travaillé là, forcé là, un jour là, pour toi, va sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te remarquer et puis qui va t'ouvrir ton chemin. Mais toi, tu es caché. Tu dis que la vie est chère, tu as faim. Il ne faut pas te lever pour aller chercher à manger. Il faut continuer. Bénéfice là, tu vas être animateur de funérailles. Tu vas être animateur de funérailles. Alors que chaque vie vaut la peine d'être vécue. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Allez vers l'information. Ce n'est pas l'information qui va pousser pied pour venir vers vous. C'est très important. Merci beaucoup le conquérant. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée et bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup le conquérant. Bonjour, professeur. La voix, hein? Ça vient, ça vient. Enfin, déjà, belelou. Torobe ou à Torote? Bonjour, Charmel, comment allez-vous? Bonjour, professeur, je vais très très bien, toi ainsi que la famille. Dieu merci, tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci. Bonjour à tous les EPV de Facebook, bonjour à tous ceux aussi qui nous suivent sur TikTok. Vraiment, l'éclaireur, merci. Et joyeux anniversaire à notre très cher combattant Alexandre Aoussou. Vraiment tout le bonheur possible. Que Dieu soit toujours au contrôle de tout ce que tu fais. L'éclaireur, aujourd'hui, c'est notre journée. Hein. Ok. Tous les jours, même, c'est notre journée. Ce sont les hommes qui ne savent pas. Sinon, tous les jours, là, c'est notre journée. Mais moi, j'ai dit, pourquoi les femmes ne peuvent pas réaliser leur progrès sans critiquer les hommes? Sinon, on devient votre plat de choses. J'ai dit, ce sont les hommes qui ne savent pas que nous, les femmes, là, nous sommes importantes. Ce sont les hommes qui ne savent pas que nous, les femmes, là, nous sommes les bijoux. Ce sont les hommes qui ne savent pas que nous, les femmes, là, c'est nous, les dieux, après Dieu lui-même et puis la maman, là, c'est nous, on suit. Parce que nous, les femmes, là, quand on bénit un homme, là, Dieu réalise. Nous, les femmes, là, ce qu'on dit, là, c'est ce que Dieu fait.
C'est pourquoi les mamans là, on doit éviter d'insulter vos enfants, éviter de maudire vos enfants, parce que Dieu nous écoute. Mais c'est les hommes là, ils oublient ça souvent. Sinon, nous les femmes là, nous sommes importantes. Ok, vraiment je dis bonne fête à toutes les braves femmes. Les femmes qui connaissent les places de femmes. Les femmes qui savent que, quel que soit qu'elles soient mariées à un homme, elle doit avoir sa place de femme. Oui, pas les femmes qui sont dans des foyers et qui se jouent l'homme et puis l'homme devient la femme. Non, je parle des femmes qui sont dans un foyer et puis qui savent que moi je suis une femme. Quel que soit ce que je suis une femme et je reste une femme. Maintenant aussi, ces hommes-là aussi doivent savoir que ces genres de femmes ne sont pas des femmes faibles, ne sont pas des femmes désespérées. Il faut savoir les prendre. Parce que la femme, quand elle est bonne, si l'homme le sait et qu'il la prend bien, tout lui réussit. Si je mens là, pointez que je mens. Voilà. Donc vraiment l'éclaireur, je ne vais pas prendre trop ton temps, c'était juste pour dire à toutes les braves femmes, surtout les mères seules, qui prennent leur temps pour bien élever les enfants, pour bien éduquer les enfants, que l'homme soit là pour les enfants ou pas. Vraiment, je vous tire chapeau. Bonne fête à vous. En tout cas, moi, c'est ce genre de femme-là que je vais dire, déclarer bonne fête, commençant par notre maman Dodo. Parce que quand on voit notre papa dehors, là, on sait qu'il y a bonne femme derrière. Déclarer, je m'arrête là. Que Dieu protège papa Ado et tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège tous nos forces de l'ordre, qui nous donnent la paix, la sécurité, qui ne donnent pas du tout à cause de nous et à cause de nos parents. On vous dit merci. Que Dieu vous protège. Et que Dieu fasse pas de vos femmes des femmes de Dieu, des femmes pieuses, des femmes qui ne vont pas faire l'infidélité, parce que c'est l'infidélité qui détruit le mari. Oui, les femmes. C'est l'infidélité d'une femme qui rend un homme faible. Donc vraiment, je vous tire chapeau. Soyez bien aux côtés de vos hommes, parce que vos hommes, c'est eux là. C'est grâce à eux aujourd'hui, nos parents dorment tranquilles. C'est grâce à eux aujourd'hui que nos papas arrivent à réaliser. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avions la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, avec cette opposition flafla là, vous-même vous voyez affaire là. Inch'Allah, demain on continue sur TikTok. L'éclairage, je m'arrête là. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci infiniment, chère mère. Et ce qu'on pourrait ajouter dessus, c'est que Dieu bénisse toutes les femmes. Ça, c'est important. Et je vais terminer par une note comique pour dire que nous vous aimons, malgré que vous aviez trahi Samson et malgré que vous nous avez fait manger une pomme. Nous vous aimons malgré tout. Et ça, c'est important. Et donc, dans une prochaine vie, évitons de manger les pommes. Parce qu'on aurait pu résoudre l'affaire avec 500 francs, hein. Au lieu de pousser Adam pour manger pomme là, et puis on souffre nous tous là. Si on avait donné 500 francs à Dieu là, le problème était résolu. Ça, c'est pour faire rire. Mais là, l'éclaireur, c'est la puissance de la femme. C'est pour montrer que la femme c'est quelque chose de très puissant. Franchement. Voilà, parce que c'est nous, on vous blague et puis on nous, tu vois. Ouais, c'est justement. Je m'arrête là. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, on s'est compris. Donc là, arrêtez de nous blaguer pour ne pas que le monde puisse aller de mal en pis. Mais peut-être qu'un jour, je vais expliquer aussi cette histoire. Je me moquais un peu aussi des religieux. En réalité, ce n'est pas une histoire de pommes. Et comme la mère l'a dit, c'est que Ève est venue, après un temps, faire des suggestions à son mari d'accepter. Parce que Adam n'est pas né, comme les gens veulent le faire croire, de la poussière et puis il s'est retrouvé. Non, non, non. Il est né d'une mère et d'un père. Et seulement, il est le début d'un nouveau système. Et il est pris comme le point de départ. C'est comme quand on dit, par exemple, la l'an 0, là, c'est l'année de naissance de Jésus. Est-ce que Jésus est né? D'abord, la date même, là, c'est même pas une date qui est juste. C'est pas la vraie date de naissance de Jésus, ça c'est un. Et puis de deux, c'est pas, comme on dit, c'est l'an 0, là. C'est pas dire que c'est là que le monde a commencé. Non. C'est la même chose comme chez les musulmans. Quand on commence à compter le calendrier musulman à partir de l'Égypte, quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que le monde a commencé. Non. C'est la même chose dans le cas d'Adam. Après un moment, il y a eu une séparation entre les deux communautés. Ceux qui ont accepté, il y avait quelques principes, comment boire l'eau, comment contenir la nourriture, comment se vêtir. Ce nouveau système que l'homme a commencé à mettre dans son existence, là, ceux qui ont commencé les premières bases de cette nouvelle vie-là, c'est eux qu'on appelait les enfants d'Adam. Ça ne veut pas dire les enfants physiques, ça veut dire ceux qui ont accepté la philosophie d'Adam. C'est eux qui ont été appelés les enfants d'Adam. Maintenant, Adam lui-même, votre Coran vous dit que chaque prophète qui vient là, on l'envoie pour une communauté, pour venir avertir une communauté. Adam là, est-ce que lui peut venir pour s'avertir lui-même? Est-ce qu'il peut venir sans communauté? Donc posez-vous la question, quelle était la communauté d'Adam? C'est de la communauté d'où il est né. Aucun prophète ne vient sans qu'il ne soit envoyé à une communauté. Donc quand il est venu là, forcément il devrait avoir été envoyé à une communauté. Il est né parmi eux. Il est venu briser le cycle
pour leur dire ce qu'on avait l'habitude de faire là. Quand on a soif, on s'en va à l'eau, on n'a qu'à creuser des puits. La nourriture, il ne faut pas, on va disperser. Et puis quand il n'y en a plus, on va souffrir. Donc on va commencer à conserver la nourriture. Maintenant, un homme là, il faut se différencier d'un animal. On va s'habiller avec les peaux d'animaux. Et donc, et ça. Et en plus de cela, on va vivre ensemble. Parce que si on est dispersé, on devient faible. Et donc, quand Adam a mis ces 4 principes de base en place, ceux qui ont accepté, c'est eux qu'on appelle les enfants d'Adam. Et sa mission était de conseiller les autres à pouvoir adhérer à sa cause. Maintenant, l'affaire de Ève qui vient, on dit elle a mangé pomme, là, c'est pas pomme. C'est après un temps, quand tu regardais la manière de vivre d'Adam et ceux qui ont cru en lui, et les autres, c'était comme l'enfer et le paradis. Le Coran est très bref. Le Coran dit Adam et Ève étaient dans le paradis. Ça veut dire quand tu arranges ta condition de vie, que tu te mets dans des conditions où toi-même tu maîtrises les conditions de ta vie, tu es dans le paradis. Parce que tu vis une vie saine, une vie propre. Maintenant, c'est Ève qui a été approchée par celui qu'on appelle Iblis à travers ses suggestions. Mais c'est un homme, on connaît son nom. Voilà, donc ne soyez pas étonnés. Il est venu de cette communauté faire des suggestions à Ève. Il faut parler à ton mari. Il n'a qu'à nous pardonner. On sait qu'on ne peut pas être comme de la manière vous êtes là. Mais acceptez qu'on vive ensemble, qu'on soit ensemble. Maintenant, quand on va bien s'habituer, petit à petit, on va changer. Allez encore dans la sourate où Dieu nous parle de l'exemple du bon arbre et du mauvais arbre. Quel est le terme arabe qu'il a utilisé? C'est shajra. Ça veut dire quoi? L'arbre. Or, on dit, quand on parle de l'arbre généalogique, or, il avait son idée en place. Et donc, la femme, à force de faire des suggestions à Adam sur cette question-là, il a fini par céder et se dire, bon, on va essayer. Si ça marche, c'est bien. Et quand ils sont venus, ils ont vécu ensemble, ils ont commencé, ils ont su le bénéfice du doute que les choses vont aller au mieux. Un jour, l'autre se lève et il gâte le concombre de la Babo fait là. Il les a ramenés dans le passé. Est-ce que votre manière de vivre avant là, c'est pas ce qui vous arrangeait? Entre-temps, il y avait déjà des liens de mariage, l'arbre généalogique s'était remélangé à nouveau. C'est là maintenant que Dieu a dit à Adam, le peu de personnes qui te restent et qui croient en toi là, il faut les prendre et tu reprends un nouvel égir. Et c'est pourquoi dans la loi des prophètes, tous les prophètes ont été soumis à l'égir, c'est-à-dire que quitter leur territoire pour aller dans un autre territoire. C'est ça qui est aussi l'égir d'Adam. Et donc on connaît très bien ces histoires-là. Contrairement à ce que les gens disent publiquement et puis on regarde, on rit, c'était pas une histoire de 500 francs parce que Dieu est plus important que 500. Si c'était une histoire de pommes là, moi-même là, je peux payer ça. Mais ce sont des choses très profondes. Les livres religieux, là, ce sont des termes codés qu'on vous dit. Si vous n'apprenez pas vous-même à faire un travail pour comprendre ce qu'il y a derrière, vous ne comprendrez rien. Et donc, chère mère, vraiment merci à vous. Et donc, trompez-nous moins, ça nous fera aussi plaisir. Mais les femmes, avec tout ce que l'éclaireur vient de développer, c'est une manière de dire que tu n'as même pas besoin de faire du maraboutage pour avoir ton homme. Lui, l'homme là, il suffit de le plaguer, savoir le prendre, savoir le tenir là. Il va devenir même derrière toi comme si tu avais maraboutage. Arrêtez le maraboutage, changez de comportement, sachez comment prendre vos hommes, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin d'aller gaspiller votre argent quelque part. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci infiniment, chère mère. Nous vous souhaitons un excellent week-end avec la grâce de Dieu. Et merci infiniment à vous aussi. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec la toute dernière personne, mais pas du tout des moindres. C'est notre père Koné Adama de Paris. C'est avec lui que nous allons terminer le direct. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous font confiance tous les jours. Ce n'est pas facile. Surtout prendre la parole. C'est un risque qui est très énorme. Parce qu'on dit des choses. Notre objectif, c'est de pousser les limites de la connaissance pour que les uns et les autres puissent avoir le goût de rechercher le savoir. Et souvent, on dit des choses qui peuvent dépasser l'entendement et les gens peuvent ne pas forcément comprendre. Ils vont se dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut montrer ou qu'est-ce qu'il veut prouver? Rien d'autre. Ça doit être vu comme un défi pour que vous fassiez des recherches pour voir les limites de ce que nous disons, pour vous améliorer vous-même et aussi pour nous aider nous aussi. C'est ça surtout notre philosophie. Et donc nous disons des choses, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais nous prenons le risque d'exposer ce que nous savons en espérant que ceux qui savent davantage que nous, ceux qui connaissent mieux que nous, vont aussi prendre le risque de venir nous enseigner.
Et donc, on dit des choses, ce sont les limites de nos connaissances. Mais nous attendons surtout que d'autres personnes viennent pour nous montrer que, au-delà de ce qu'on a dit, voilà encore une autre version qui soit meilleure. Nous sommes toujours dans la phase d'apprentissage, d'où nous vous parlons de la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci à tous ceux qui comprennent cela. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher père, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille? Oui, ça va très bien, merci. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci cher frère éclaireur, merci à tous les EPV, les intervenants de cette classe. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci spécial à Maman Dominique Ouattara. Car aujourd'hui étant la journée internationale pour la femme, donc il se doit quand même de lui dire grand merci pour tout ce qu'elle fait, et notamment l'hôpital mère-enfant de Bingerville qu'elle a pu créer, et depuis la Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, on n'a pas un tel hôpital dans notre pays et même dans la sous-région. Et donc les gens comprennent pas ce que ça veut dire un hôpital mère-enfant. C'est des spécialités qui sont pas forcément connues du grand public, hein. Ce n'est pas les mêmes hôpitaux que nous voyons communément dans nos autres villes. Donc, grand merci à elle. Et je vais remercier toutes nos mères de la plateforme qui font beaucoup pour que cette plateforme-là quand même avance par leur intervention, par aussi bien même celles-mêmes qui commentent. Hein. Donc, grand merci à elles toutes. Et donc, je vais dire aussi merci à une dame qui se trouve, qui est très dynamique, une entreprenante et dynamique qui se trouve du côté des Mans. Je vais revenir sur elle parce que j'en avais parlé déjà. Elle s'appelle Tia Clau Philomène. Voilà une dame entreprenante et dynamique, très puissante, qui n'a pas eu besoin d'être même simple mère pour aujourd'hui créer plus de 5000 emplois dans sa chaîne. Elle est transporteur, elle est productrice, acheteur et transformateur surtout. Alors, le côté transformation, je vais quand même, c'est le plus vraiment essentiel. Vous savez que nous souffrons beaucoup de la transformation de nos matières premières. Matières premières pour les cultures de rente, donc café, cacao, anacarde, palmier à huile et autres. Et aussi nos matières premières aussi que nous consommons sur place. Hein, c'est aussi le riz. Quand je vois un certain Gbagbo Laurent qui n'a pu faire qui est d'origine, qui est dans une zone de production de riz et il n'a pas pu construire une seule usine. Pendant ce temps, il a pu avoir près de 2 milliards à son retour. Je crois que il pourrait dire, ben tiens, dans ma région, il n'y a rien, l'État n'a rien fait, mais ça ne veut pas dire selon celui, sinon l'État a fait dans toutes les régions. Je rappelle que Gagnoa, qui est la ville phare, la préfecture, et l'eau coulait pendant la fin de son règne. Et que c'est nous, le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est venu rénover tous ces bâtiments administratifs. Alors vous comprenez que en 2011, c'est un pays qui a été laissé en lambeaux, c'est un pays délabré que le président Alassane Ouattara a pris en marche et donc a dû faire pas mal de travaux d'urgence pour que nos compatriotes puissent avoir accès aux services publics. Vous voyez? Et donc, Laurent Gbagbo, qui connaît la France, qui connaît l'Europe, il sait très bien que les entreprises, les usines qui sont là, qui sont installées en France et en Europe, c'est pas forcément l'État, mais c'est des grands industriels qui ont construit ces entreprises-là et donc qui emploient pas mal de monde. Et vous savez que nous, on a dans notre pays, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 30 millions et qu'en 2050, nous serons c'est une estimation, on sera à 52 millions. Ça n'inquiète pas Gbagbo. Lui, 2050 ne l'intéresse pas. Lui, c'est 15 ans en arrière, c'est-à-dire 2010, il va toujours en 2010. Mais comment est-ce que ces jeunes-là vont se retrouver? Que feront-ils en 2050? Vous voyez? Et ça, on a des difficultés. On a eu des difficultés depuis 2011. Pour nourrir la population. En termes de riz, vous savez, je vais parler de façon générale, le vivrier, nous étions à 11 millions de tonnes. Le vivrier, nous, aujourd'hui, nous sommes à plus de 22 millions de tonnes. Et ça, je pense que ça devrait l'interpeller pour dire, ben tiens, en 2040, que feront
comment on va nourrir notre population? C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que vous allez penser que c'est une digression, mais ce n'est pas le cas. J'apprécie énormément beaucoup d'actions de Donald Trump. C'est pour nous préparer à 2050. N'ayez pas peur. Ne le traitez pas de méchant aussi que ça. Oui, l'Afrique qui tient toujours la main. La Côte d'Ivoire, nous recevons aussi des aides. Alors, quand Donald Trump, il coupe des aides, il réduit l'aide de l'USAID de 80%. Mais ces aides-là qui étaient majoritairement destinées à l'Afrique, oui, les Africains ne vont pas bénéficier. Mais vous croyez que c'est en 2050, avec une population qui va avoisiner les 2 milliards, et qu'on va toujours continuer à tendre la main? Mais non. Alors, donc, je vais revenir en Côte d'Ivoire pour parler de Laurent Gbagbo, au lieu d'encourager les jeunes gens qui ont pris la main, qui sont venus de manière aussi officielle en France ou en Europe en tout cas, au lieu de les encourager à penser à transformer nos matières, à se former ici avant d'entrer, il les encourage à aller brûler tout ce qui a été fait, que lui n'a pas pu faire. Et qui d'ailleurs, en partant, en a saccagé pas mal. Et donc, je crois que c'est dommage que ce président-là, cet ancien président, excusez-moi, puisque c'est un ex-président, il a déjà dirigé. Je crois que même ses partisans doivent se rendre compte que le passé, oui, on prépare l'avenir à le passé, mais lui, son passé, c'est assez dommage. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre tout votre temps. Et je remercie toute la classe, toutes les mères, et bonne soirée. Je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez développé la thématique d'une autre façon et pour montrer vraiment, encore avec beaucoup plus de clarté, pourquoi il faut s'accrocher à l'avenir plutôt qu'au passé. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo, on comprend que c'est quelqu'un qui est un ennemi de la paix et du développement des Ivoiriens. Ça, c'est un. Mais c'est un vieux jaloux. Ce que lui n'a pas pu faire, il veut faire ressortir sa haine en pensant que cela va l'aider. Mais j'ai surtout apprécié aussi là où vous avez poussé la réflexion. Aujourd'hui, dans ce qui arrive au monde là, c'est une leçon pour l'Afrique. On ne peut pas être plus d'1 milliard et ne pas être capable de se nourrir. Et effectivement, il y a certaines décisions de Trump qui sont des bonnes décisions. Et ça aussi là, c'est une vérité absolue. Et Dieu merci, si l'Afrique veut là, il ne faut pas, on va travailler. On n'a qu'à attendre l'aide des autres. C'est quand les autres vont finir de s'aider eux-mêmes là, leur sacrifice là, ils vont venir nous donner là, ça ne va pas nous arranger. Ça y est, c'est leur restangolo là. Que Dieu fasse que nous tous, on n'a qu'à mourir en Afrique là-bas. Moi-même, je suis dedans aussi. Avec mes parents. Il ne faut pas, on va travailler. Hein. On n'a qu'à s'asseoir pour dire les Américains, quand ils vont apporter les restants de leur aide là, ils vont nous donner, on va vivre avec ça. On n'a qu'à s'asseoir pour attendre l'aide internationale. C'est la meilleure stratégie pour pouvoir périr. Et vous avez bien développé. Donald Trump n'est pas que le démon. Il y a aussi du bien en lui. Et un homme qui veut évoluer là, il n'y a pas quelque chose qui peut faire évoluer l'homme plus que les problèmes. Quelqu'un qui n'a pas de problème là, tu n'évolues pas. Mais c'est quand tu es en face des problèmes là, que tu te lèves pour chercher des solutions là. Ce sont ces solutions là qui te font évoluer. C'est très bien que Dieu fasse encore même qu'il prenne des décisions dures sur l'Afrique. Moi-même, mes parents sont en Afrique. Donc là, ici aussi là, c'est chaud sur nous. Mais la vie, c'est un combat. La vie là, c'est pas des naître. On a des terres fertiles. On a tout ce qu'il nous faut. Et puis on est en train de tendre la main. C'est une insulte à Dieu lui-même. C'est une insulte à Dieu lui-même. Dieu t'a créé, il n'a pas demandé les Chinois, les Français. Mais toi, tu viens leur dire, bon, moi, je vous confie ma vie. Vous devenez nos dieux. On prend des jeunes gens, on en fait des gueulards. On les fait crier à longueur de journée. Alors qu'on pouvait les mettre au travail, cher aîné. Ça fait mal. Le temps que nos jeunes gens passent sur Internet à ne rien dire de bon, tu suis leurs émissions, tu n'apprends rien dedans. Aujourd'hui, l'émission là, qui peut nous dire encore que lui ne sait pas que Adam et Ève là, qui ne sont pas nés de poussière? Parce que si Adam et Ève sont nés de poussière là, ça veut dire l'humanité a commencé avec l'inceste. Ici là, quand nous on vient là, on vous met. Tu ne peux pas venir dans une de nos émissions. Au-delà de la politique, tu vas aller réfléchir. Ah, le fou, elle a dit quelque chose encore. Il dit que Adam, là, qu'il avait un parent, que c'était comme ça. Adam et Ève, là, quand ils ont eu enfant, là, si c'est les premiers hommes, là. Maintenant, leurs enfants, là, eux, ils ont fait comment pour se marier?
Ça veut dire que toi et puis moi, là, nous sommes les fruits de l'inceste. Parce que quand tu couches avec ta soeur, c'est l'inceste. Et puis Dieu acceptait ça avant. Mais maintenant, comme Dieu a eu honte maintenant, il dit, comme vous êtes devenus beaucoup, que vous êtes multipliés maintenant, ne couchez plus avec vos soeurs. Il faut élever le niveau du débat. Il faut chercher à comprendre ce que les gens veulent vous cacher. Et c'est ce travail-là que nous essayons de faire. C'est pourquoi quand on vient ici, là, on laisse tous les diplômes, là, on parle français terre à terre pour qu'on se comprenne. Sinon, ceux qui parlent français, là, les Boga Sako, là, quand on les met devant nous, là, en moins de 10 minutes, on les met au tapis. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est vous qu'ils veulent matagraboliser. Ils veulent jouer avec votre esprit pour mettre dans la poubelle, là. C'est vous. On doit vous montrer la vraie réalité de toutes les choses. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas? Et cher aîné, vous avez très bien fait d'insister sur ce point-là. Que l'Afrique périsse si nous ne voulons pas travailler. Parce que c'est une insulte à Dieu. Et il faut qu'on travaille. On ne peut pas avoir des terres. Dieu nous a donné un continent. Il nous a donné le meilleur continent, le meilleur climat au monde. On est là, on a des ressources. Mais on n'apprend pas. On ne cherche pas le savoir. Voilà ce qui nous condamne. C'est notre paresse qui nous condamne. Et vraiment, cher aîné, merci d'avoir insisté sur ce point-là. Et vraiment, vous avez bien dit et c'est bien fait. Et vraiment, on va vous laisser la conclusion. Et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais nous ne sommes pas l'ami des malfaiteurs et de ceux qui veulent tromper les gens. Vous trouverez en nous des adversaires redoutables et coriaces, parce que nous n'allons jamais, qui que vous soyez, faire de compromission avec le faux, le mensonge. Nous ne sommes pas des hommes parfaits, mais nous cherchons à montrer que l'homme peut évoluer et l'homme peut briller comme une étoile. Faisons confiance en nous-mêmes, parce que nous avons le meilleur des guides, qui s'appelle Alassane Ouattara. Grâce à lui, nos parents sont en paix. Grâce à lui, notre pays évolue. Ça fait des jaloux. C'est de cela qu'il est question. Et c'est de nous que les gens vont se souvenir. C'est nous qui sommes les constructeurs. C'est nous qui sommes les créateurs. Les autres sont des parleurs. Et dites ça et proclamez ça haut et fort. Ceux qui construisent le monde, c'est ceux qui cassent les anciennes valeurs. Et nous, là, on est venus pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train de faire. L'histoire retiendra qu'au-delà de tout ce que les gens ont dit là, qui a fait quelque chose, c'est ceux-là qui seront les vrais Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup, cher père. On va vous laisser la conclusion. Et vraiment, merci infiniment d'avoir développé cette thématique. Ok. Ok, merci à toi, cher frère. Ce que je voulais dire à la jeunesse, surtout celle qui a pu se déplacer pour venir en Europe ou ailleurs, en Occident, que l'Afrique vous attend demain. Il faut se former pour aller développer aussi l'Afrique. Il n'y a pas que les gouvernants. On a un président travailleur, on a un président futuriste qui pense à l'avenir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous qui sommes en Occident, c'est à nous d'aller ajouter notre grain de sel. L'État ne peut pas tout faire. Montrez-moi un endroit, ou même, en tout cas, un État qui assure tout l'emploi à toute la jeunesse qui vient sur le marché de l'emploi tous les ans. Ça n'existe nulle part. Et donc, c'est à nous, au lieu de rester passer tout notre temps à gueuler, à même dire d'aller brûler le peu qu'on a fait, sinon ce que nous avons fait, je crois que quand même ce n'est même pas responsable de notre part de cette jeunesse, malheureusement, qui ne comprend pas que l'avenir appartient à l'Afrique, mais l'avenir appartient à eux. C'est ce que je voulais dire. Merci et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci infiniment pour toute cette belle contribution. Excellente soirée à vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu nous couvre. Et merci infiniment et excellente soirée, bon week-end. Merci. Merci beaucoup.